Madame, Monsieur, bonsoir. Que valent véritablement les sondages en Afrique? Un sondage réalisé entre mars et avril 2018 par une équipe de chercheurs dans le domaine des sciences de gestion avec une solide expérience dans les techniques qualitatives, donne Paul Biya vainqueur de la prochaine élection présidentielle. C'est le président national du RDPC venait à être candidat. La conclusion est du baromètre Elmed, du nom des 3 chercheurs qui l'ont conçu. Il s'agit du docteur Célestin Eloxon, du professeur Joël Miller et du professeur Emmanuel Duatio. Tous sont des chercheurs dans le domaine des sciences de gestion et se revendiquent d'une solide expérience dans les techniques qualitatives et quantitatives. Professeur Emmanuel Duatio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé de Paris en fin d'après-midi. Oui. Et vous nous avez réservé vos premières explications. Je vous en remercie. Bienvenue sur ce plateau pour cette première également. Et bon retour au Cameroun. C'est moi qui vous remercie de m'inviter sur ce chaleureux plateau. J'espère que nous aurons l'occasion d'édifier les Camerounais sur le travail que nous avons fait. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ils sont plus de 57% donc à préférer Paul Biya comme président de la République face à une opposition éclatée. Le président sortant suivi de Cabral Libi du mouvement 11 millions de citoyens 16%, Akere Mouna du mouvement NAO 5%, Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun 5%, Joshua aussi du SDF 4% et l'ancien ministre Garga Awanadi. Emmanuel, comme bonsoir, un sondage qui certainement vous satisfait à quelques mois de la présidentielle. Écoutez, je ne vais pas faire la fine bouche devant un sondage qui est pertinent et surtout fait par des gens que je connais, des gens sérieux. Et donc, je pense qu'il faut en discuter. Bon, il faut quand même mettre un bémol, c'est-à-dire que c'est dans l'éventualité où tout ce monde-là serait candidat. Et puis, comme je suis convaincu que plusieurs d'entre eux ne seront même pas candidats, donc je crois qu'il faut attendre. Mais c'est un indicateur de l'état exact du rapport de force électorale qu'il y a dans ce pays. Et je pense qu'il y avait 57%, oui. L'Afrique garde néanmoins un souvenir assez triste des sondages réalisés autour des élections. On a encore en mémoire la Côte d'Ivoire. On en parle en deuxième partie de l'émission. Le temps pour nous d'interroger la pertinence du discours officiel qui brandit le drapeau de l'unité alors que 2 des 10 régions du pays sont au centre du front. Armée d'une part et sécessionnistes en face. Et vous revenez d'une tournée dans le nord-ouest et le sud-ouest, Franck Essi. Vous nous ferez certainement le point de la situation vue de votre regard. Bonsoir Franck. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent. On en parle dès l'entame de l'émission si vous le voulez bien. Et puis avec vous, Elie Smith, je voudrais un commentaire sur l'interpellation d'un commandant ambazonien qu'on présente comme le général des troupes dans une zone là-bas. Peut-on parler d'un grand trophée de guerre? Non, c'est archi faux. Ce n'est pas un grand trophée de guerre. Ça démontre une fois de plus que soit on ne connaît pas la zone où on est en train de combattre, ou on veut qu'on nous donne plus d'argent pour notre combat militaire. Non, d'abord, il n'y a pas un commandement militaire commun en Ambazonie. Il y a 3 groupes principaux. Il y a le Southern Cameroon Defense Forces, il y a les Manu Ghost Warriors et puis il y a les Ambazonian Tigers. Est-ce que ce général, il appartenait à quel front? Donc moi je crois que c'est archi faux. Tout ça c'est pour peut-être la consommation nationale, au médiatique, pour ces gens qui aiment écouter les illusions qu'on nous a toujours dit. Dans tous les cas, regarde les vidéos qui ont accompagné la découverte de ce monsieur qu'on a pris là. Le ministre de la Défense a évidemment fait une clarification sur les ondes de la radio nationale en fin d'après-midi pour dire que tout ce qui a été commis éventuellement comme sévice autour de ce monsieur, il y a une ouverture d'enquête qui va être menée. Évidemment, les conclusions vont être regardées de très près par la haute hiérarchie militaire. Pour résumer les 2 thèmes de ce soir, crise socio-politique et 20 mai 2018, que reste-t-il de l'unité nationale? Et puis le second thème, élection 2018, doit-on encore croire aux élections, aux sondages? Avant peut-être de rentrer là-dedans, permettez-moi de prendre cette actualité. Le ramadan commence effectivement demain, la période de ramadan, non? L'annonce est du Lamido de Garoua, d'où la lune a été aperçue ce soir même. Et je peux le dire, vous avez découvert le panel. Franck Essi, il est du CPP. Professeur Emmanuel Duatio, il est universitaire dans les questions de sciences. Il appartient également au baromètre Elmed. Elie Smith est journaliste. Et Emmanuel Com est du RDPC. Juste derrière la transition, on entame l'émission.
vous les premiers, Franck, je commence peut-être par vous. Un état de la situation dans les zones que vous avez parcourues tout récemment. Déjà, quand, où étiez-vous et qu'avez-vous vu exactement? Le vu entendu, comme on dit dans notre jargon. En tout cas, merci de me permettre de le faire. Nous sommes allés effectivement dans le nord-ouest. Vous, le CPP? Disons Stand Up for Cameroun, le mouvement auquel appartient le CPP. Et en particulier au sein de Stand Up, il y a un groupe de femmes qui se sont surnommées les mères de la nation. Mères de la nation, pourquoi? Parce qu'en tant que Camerounaises, elles sont meurtries. Meurtries quand les hommes en armes tombent, quand des civils tombent. Elles estiment que on atteint la situation dans laquelle, lorsque les hommes sont dépassés et lorsque la voie du dialogue est rompue, c'est seulement les âmes qui parlent, il faut que les femmes se lèvent. Il faut que les femmes se lèvent pour interpeller les uns et les autres à la raison. Donc, ce n'est pas une initiative qui date d'aujourd'hui. Par exemple, la dernière sortie de ces femmes date du 9 mars, où à Yaoundé, elles ont fait une manifestation pacifique pour interpeller le chef d'État et interpeller l'ensemble de l'opinion publique sur le drame qui se joue dans les zones anglophones. Donc cette fois-ci, c'était une descente pour mettre un peu à jour, parce que c'est un réseau composé de femmes de tout le pays. Pas seulement des femmes anglophones, mais des femmes aussi du reste du pays. Mais se mettre à jour sur l'évolution de la situation, compte tenu des nouvelles alarmantes qui nous viennent en termes de pics de violence, en termes d'assassinats, en termes de violence. Et elles sont donc allées dans quelques zones bien précises. Premièrement, on a fait un arrêt à Bafut. Bafut, voilà, qui est au devant de l'actualité. Et ensuite, on est allé à Batibo, en plein Ghost Town. Et on a pu observer justement le contraste qu'il peut avoir entre une ville comme Bamenda, qui est déjà au ralenti les jours de Ghost Town, et Batibo, où il n'y a pas âme qui vive. Je vous dis qu'il n'y a même pas un animal qui circule. Et plus à côté de Batibo, nous sommes allés en particulier dans un village où justement on a trouvé des gens formidables. C'est-à-dire une communauté locale qui en temps normal est composée de 500 à 600 âmes qui vivent et qui, depuis le 11 février, c'est-à-dire le kidnapping du sous-préfet, ensuite du délégué des affaires sociales, accueille 795 personnes qui sont des déplacés internes. Nous avons aussi visité au niveau de Bamenda un certain nombre de foyers, c'est-à-dire de domiciles privés qui accueillaient des déplacés internes. On a par exemple cet exemple d'une femme très courageuse, une veuve, aveugle, vieille, mais qui à elle seule prend de s'occuper de 44 personnes. Et ce n'est pas tout. Nous avons rencontré des autorités administratives, y compris le gouverneur, nous avons rencontré des autorités policières, nous avons rencontré différents groupes de la société. Bref, au bout de 5 jours de discussions, de concertations, d'observations, on discute avec des fonds, il ressort que malheureusement, la situation est bien plus grave que ce que les médias de ce côté-ci relaient. Ce qui est le plus frappant, c'est le drame et la détresse qui frappent les gens. On peut vous dire que les gens sont dans un état de totale sidération et ils sont d'autant plus choqués que le reste du pays semble se comporter comme s'il n'y avait rien. Donc nous avons observé des choses aussi très graves et des choses nous ont été dites par rapport à la façon dont la crise est gérée de façon concrète, notamment au niveau des forces armées, au niveau de l'administration, aussi et de quelques exactions qui sont menées par ce qu'on appelle les combattants de la sécession, etc. Donc un ensemble de propositions que bien sûr on est en train d'acheminer aux autorités sur la base des différentes analyses qu'on a faites. Mais une chose avec laquelle nous sortons de cette visite encore, c'est celle selon laquelle l'approche actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux. Au moins, nous sommes heureux de voir que vous y êtes quand même allé et que vous avez quand même pu travailler. Non, je tiens à souligner que la visite, par exemple, à Batibo, en Ghost Town, au village Théo, nous a été interdite, nous a été dissuadée. C'est notre insistance. Vous y étiez? Non, parce que si vous n'allez pas le jour où ça se passe, vous ne pourrez pas avoir un aperçu. Et je peux vous dire qu'entre les autres jours où il n'y a pas Ghost Town et ces jours, ce n'est pas la même chose. D'accord. Professeur, quel est le regard que vous avez de cette crise, vous qui êtes... Vous vivez au Cameroun en temps normal, vous êtes à l'étranger normalement? Je vis entre le Cameroun et la France. D'accord. Du regard de l'extérieur, un peu plus éloigné que le champ des opérations? Écoutez, c'est toujours difficile pour le Camerounais que je suis de constater que mon pays vit une situation que je connaissais plutôt dans d'autres pays. Et je mentirais si je vous disais que le Camerounais que je suis, lorsque je suis à l'étranger, je passe une seule seconde sans penser à cette situation. Et je pense que je ne suis pas le seul à
avoir cette attitude. C'est dommage que nous en arrivions à cette situation. Il me semble que nous sommes tous les fils de ce pays. Nous sommes tous pour l'unité du pays, je pense. Et parce que nous sommes tous pour l'unité du pays, nous devons tout faire pour rassembler tous les fils de ce pays, y compris ceux qui pensent différemment de ce que nous pensons. Après tout, il ne me semble pas que dans une famille unie, comme on a souvent l'habitude de dire de certaines familles, il n'y ait pas de différence d'appréciation, différence de pensée. Mais dans ces familles-là, on réussit quand même à se retrouver autour d'une table. Je pense que les Camerounais doivent se retrouver autour d'une table. Et cette table, à mon humble avis, ne peut être organisée que par celui que nous avons élu. Je pense que nous avons élu le président Biya. Nous lui avons confié le destin du pays. Et il me semble que aucune solution à la crise que traverse le pays ne peut se trouver sans que le président Biya n'en soit l'acteur principal. Merci. Il est l'alpha et l'oméga, je pense, parce que c'est en réunissant et en écoutant les uns et les autres qui pourra véritablement se faire une véritable idée. Vous savez, lorsque on vous rapporte des informations, chacun a sa manière de présenter les informations. Ce que je suis en train de dire ce soir, ma manière de parler, elle tient à ma personnalité. C'est pas certain que si le président Biya avait en face de lui certaines des personnes qu'on présente comme étant des irréductibles, je ne suis pas certain que ces personnes-là le seraient. Peut-être que, voyant le père de famille, il sera plus modéré. Excusez-moi d'utiliser ce terme. C'est un terme que je n'aime pas souvent utiliser, mais dans le contexte africain, nous avons l'habitude de dire que le chef de l'État, c'est le père de famille. Et il faudrait que le père de famille rassemble ses enfants autour d'une table pour trouver la solution au problème que vit sa famille. Evra Emmanuel Com, je le dis plus ou moins assez souvent ici, hein, entre octobre 2016 et aujourd'hui, mai 2018, presque 2 ans déjà, on a quand même le sentiment, ou alors on peut quand même observer que la situation s'est progressivement dégradée. On en est à, ce matin encore, on parlait des coups de feu à Boya. Les zones frontalières qui étaient plus ou moins les zones les plus touchées sont quasiment débordées. J'ai pu voir tout à l'heure le préfet de la Mer Noire qui interdit la circulation des mototaxis, qui les circonscrit désormais, je crois, entre 22h et 6h du matin. Peut-on encore véritablement avoir cet espoir que cette crise pourrait prendre fin assez rapidement? Quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je veux dire que Boya, c'est la porte de Douala. Non, mais député Tchongo, je pense que là, on est en train de... Moi, je ne voulais pas commenter le public reportage de monsieur, puisque je pense que... Moi, j'ai lu son reportage, il a le parti pris de dénaturer les événements. C'est son droit, et donc je ne commente pas ce qu'il a dit. Mais sur le fond, je pense qu'il nous arrive dans cette zone dite anglophone, il faut qu'on ait des principes. Et à partir du moment où tout le monde peut respecter des principes, tout est discutable. Vous comprenez? Il faudrait qu'on replace les choses dans l'ordre naturel. Nous avons commencé ici, vous vous souvenez, à dire, et Eli Smith et moi nous étions à cette émission, quand je vous ai dit, et je ne suis pas un voyant, que derrière ce qu'on a appelé le mouvement contre le traité OADA, commençait une entreprise qui était planifiée et que certains voulaient utiliser comme véhicule de conquête de pouvoir. Il faut que les choses soient claires. Ce que vous appelez Ambazonian Tiger, combattants d'Ambazonie, avec plus ou moins des appellations contrôlées, y compris même des voyous qui profitent de cette situation pour réaliser tout simplement des entreprises criminelles, des coupeurs de route, qui tuent les voisins pour les voler. C'est eux qui ont pris l'initiative d'attaquer la République. Et l'armée nationale camerounaise ne fait que défendre la République et l'ordre républicain.
Et quand je vois quelqu'un qui veut mettre à équidistance et mettre sur le même pied d'égalité une armée nationale et des terroristes, je n'ai pas envie de discuter avec cette personne. Mais bon, quand j'ai fini de le dire, ça c'est le principe. Je pense, comme dit mon compatriote qui vient de la diaspora aussi, c'est qu'il y a un moment où il faut que ça va arrêter. Et je pense que la première chose que nous devons dire tous, c'est que ceux qui ont pris les armes contre la République les déposent. Et à ce moment-là, tout est discutable. Et nous sommes dans une famille. Parce que laissez-moi rappeler quand même aux plus jeunes, ou ceux qui ont la prétention de savoir, même quand ils doivent apprendre, qu'avant qu'il y ait le traité de Berlin, le Cameroun avait 911 000 km² et personne ne parlait ni anglais ni français ici. Donc nous étions un territoire, un peuple, avant que nous impose cette colonisation, cette tutelle qui s'est transformée très rapidement en colonie et qui pose problème aujourd'hui. Donc on peut discuter de tout, le rapport entre les citoyens et le pouvoir central, de la décentralisation, mais lorsqu'on commence à prendre des armes, à tuer les soldats, à créer la terreur et à déclarer une sécession, je pense que vous ne pouvez pas interdire à un État souverain de défendre son territoire, son unité et son indivisibilité. Donc, nous sommes devant cette situation. Vous voulez dire rapidement résolu. Ça sera rapidement résolu lorsqu'on va éradiquer le terrorisme. Voilà ce que je peux vous dire. Et Smith, venons-en au thème donc. Crise sociopolitique et 20 mai 2018, que reste-t-il de l'unité nationale? Nous connaissons plus ou moins tous quels sont les arguments des uns et des autres qui ont conduit plus ou moins à la crise actuelle. Au regard justement de ces arguments, de l'évolution de la situation, est-ce qu'il peut y avoir des éléments qui remettent encore sur la table, notamment ceux qui ont pris les armes, et la République? Pourquoi on revient d'abord je n'aurais pas non plus le mot fort pour dire qu'on a perdu l'unité, mais je veux dire qu'elle est quand même fragilisée en ce moment. Oui, vous savez, dans tout, il y a un moment de combattre, il y a aussi un moment pour négocier. Et puis, on a une famille. Et dans une famille, je crois que c'est le professeur qui l'a dit, il y a souvent qui a discuté, il y a des différends avec ta soeur ou ton frère, mais vous vous asseyez pour discuter. Mais les préalables pour que ça doit s'arrêter est que, on doit montrer à ces Camerounais que l'un de leurs leaders, en l'occurrence M. Sissekou, on doit voir s'il est vivant. Deuxièmement, il y a une multitude de Camerounais qu'on les refuse de rentrer au Cameroun, qu'on les laisse rentrer au Cameroun. Et puis, on a des Camerounais qui ont été arrêtés. Il y a environ 1000 Camerounais qui sont dans les prisons de Bafia. Et Bafia dans le sud-ouest, pas dans le Mbam, à Boya et à Yaoundé, qu'on les libère. Et sur cette base, je crois que... et puis aussi, il faut retirer les forces de sécurité qui sont là-bas. Par exemple, il y a des gendarmes qui sont dans cette zone, qu'eux, ils ne massacrent pas. Ils ne tuent pas les gens, ils ne brûlent pas tout un village. Je vous donne un cas de figure. Au village de Benyang, ça s'est passé avant-hier, si je ne me trompe pas. Un chef du village qui s'appelle Ndip Are. Ndip Are est parti avec les gens de son village pour enterrer quelqu'un. Et les gens du BI sont venus. On a arrêté un chef du village. Vous n'avez pas me dit que vous ne connaissez pas qui est un chef du village. Quand c'est toi qui parles, c'est la vérité, c'est ça. Bon. Non, laissez-le poser. Non, vous prendrez la parole. Je ne suis pas... Des informations. Non, je ne suis pas en train de... Vous avez... Il y a des journalistes ici sur la table. Bon, journalistes si vous sont voulez. Pas détenteurs de la vérité. Bon. Ce monsieur a été tué. Les gens qui étaient avec lui, on les a arrêtés. On a présenté ici en disant que c'était des ambazoniens, qui est faux. Le monsieur là en particulier parlait un peu comme nous parlons aujourd'hui, que bon, vous savez, son fils, le 1er octobre de l'année dernière, a été tué. On lui a donné l'acide pour boire. Et quand les gens sont venus pour dire que il ne faudra pas que... Il faut qu'on venge ce garçon qui a été tué, il a dit non. Nous sommes tous des Camerounais, ça peut arriver. Voilà ce monsieur qui est mort. Ses 3 enfants sont en détention aujourd'hui. Donc vous dites qu'il n'y a pas seulement d'arguments pour l'instant. Voilà, il y a des choses. Donc moi je pense que pour que l'unité vienne, l'unité ne doit pas venir à un prix où les autres seront tués, massacrés, et les autres, au nom de
soi-disant garder cette unité. Non, je crois qu'il y a un problème, mais le problème fondamental, comme M. Nkomo est en train de dire quelque chose ici. Les anglophones n'ont jamais refusé que, au moment à l'époque allemande, il y avait une Cameroun. Les anglophones n'ont jamais refusé. J'ai toujours dit ça ici. On va secondo est que nous devions apprendre à respecter les paroles données et les engagements qu'on signe. Il y a eu la division de ce Cameroun en 1919 au traité de Versailles. C'est écrit. Et les territoires étaient divisés. C'est comme un homme qui a 2 enfants. Je vous donne un exemple, un cas d'espèce. Quelqu'un qui vient, je donne un exemple d'une CAM ou de la Sanaga maritime qui est né dans le sud-ouest. Même papa. Et l'autre est né dans le littoral. 30 ans plus tard, c'est 2 personnes différentes. Et que le gouvernement camerounais doit apprendre à respecter les traités. Quand il parle qu'on ne doit pas toucher la forme de l'État. Non, c'est faux. Les premiers gens qui ont touché cette forme de l'État, et c'est écrit. La constitution du Cameroun en 1961 avait bien dit, l'article 47, on ne doit pas toucher la forme de l'État. Qui a d'abord commencé à toucher cette forme de l'État? Ça a créé une jurisprudence. Donc moi, je suis en train de dire que les choses qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'unité. On ne doit pas venir ici prétendre. Si vous êtes dans un mariage avec votre femme, ou votre mari vous tape régulièrement, votre femme vous trompe, est-ce que vous allez rester là-bas parce que vous avez 2 ou 3 enfants? Non. Moi, je pense que pour qu'il y ait l'unité, oui, merci. Il faudra qu'on ait l'honnêteté de voir les choses en face et discuter. Je reprends, Franck, avec le thème, d'ailleurs, on aurait pu l'annoncer à l'entrée de l'émission, il n'est jamais trop tard. Thème de la 46e fête nationale. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Un thème, Franck, qui tombe fort à propos. Je ne sais pas. C'est la fête de l'unité, donc il est de bon ton d'appeler à ce que les Camerounais soient unis. Et en tant que Camerounais, on ne peut pas, si vous voulez, de bonne foi, vouloir le contraire. Donc là n'est pas, si vous voulez, la pertinence cette année de la célébration. Il me semble que nous sommes à une très, très, très grave. J'ai envie de dire que nous vivons des moments inédits dans notre histoire parce que pour la première fois, on compte des Camerounais parmi les réfugiés. Pour la première fois, on observe un certain nombre de massacres entre Camerounais et on ne peut pas être fier de ça. Donc le premier fait qui s'impose à tous, c'est qu'on n'est pas unis. On est de moins en moins unis. Parce que l'unité, c'est la volonté de vivre ensemble. L'unité, c'est le consensus sur un certain nombre de valeurs fondamentales, sur notre identité. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où, parce que les gens veulent se séparer, on est clairement au bord du gouffre. Donc à ce moment, on ne peut plus se limiter à de simples slogans, à de simples vœux pieux. On est obligé, lorsque des gens sont en charge, en responsabilité d'organiser le vivre ensemble, comme c'est le cas du gouvernement, on est obligé de regarder de près ce qu'ils font ou ne font pas pour consolider cette unité. Aujourd'hui, je suis désolé, ils sont totalement illégitimes. Ils parlent dans le désert. Parce que quand on regarde de près, par exemple sur cette question de la crise anglophone, entre le moment où les choses ont déclenché et aujourd'hui, la situation ne fait que se dégrader. Et elle se dégrade, moi je le dis et je l'assume, en grande partie à cause de la gestion répressive et de l'autisme du déni qui est caractéristique des principaux membres de ce gouvernement. Et on a des illustrations sur ce plateau. C'est-à-dire des gens qui ne savent rien de rien, qui ne sont pas allés sur le terrain, mais qui se permettent, parce qu'on est à l'ère de la fake news, tout est une opinion, sur un plateau de dire n'importe quoi. Moi, je vous mets au défi, allez voir vos concitoyens à Kumba, à Boya, à Bamenda, à Bello, à Batibo, à Eo, et dites-leur qu'ils racontent des histoires. Monsieur, dans la guerre qui est en cours, qui est atroce, où il y a des actes inacceptables, il y a des Camerounais qui se livrent à des atrocités. Certains se réclament de l'Amazonie et certains sont dans les forces régulières. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est que dans un contexte comme celui-ci, qui est inédit d'un point de vue historique, on se serait attendu que la célébration, elle aussi, soit dans sa forme et dans son fond inédit. On ne peut pas être au bord du gouffre comme on est actuellement et on célèbre de la même manière. Moi, on a l'impression que nous sommes en train d'entériner même la sécession en ce sens que on conforte ceux qui veulent partir dans l'idée que
peu importe ce qui se passe dans vos régions, nous on continue nos affaires comme d'habitude. Parce que, qu'est-ce qui aurait empêché que, à l'approche de cette date symbolique, sur laquelle on veut réaffirmer les valeurs, on veut reconsolider le lien entre Camerounais, qu'est-ce qui aurait empêché qu'on réamorce la voie du dialogue? Je rappelle que c'est depuis janvier 2017, lorsqu'on a suspendu le consortium, lorsqu'on a arrêté les leaders modérés de la contestation, qu'on a mis fin à tout processus de négociation ou de dialogue. Depuis, on ne fait que gérer les aspects sécuritaires et la répression. Or, et c'est même le propos des gradés, des militaires que nous rencontrons, ce type de crise sociopolitique se gère souvent en 4 étapes. L'urgence, c'est sécuriser les personnes, les biens, tout ce qui est stratégique. La deuxième étape, c'est stabiliser, c'est-à-dire que veiller à ce que l'escalade de la violence, les actes de violence, l'intensité diminue. La troisième phase, qui est proprement le fait du politique, c'est la transition et la reconstruction, 4e phase. Donc, on est dans une phase depuis janvier 2017 où il n'y a plus tout processus de dialogue. On n'a aucune perspective, on n'a aucune feuille de route, on n'a aucun élément qui nous laisse penser qu'on est en train de sortir de la crise. Donc, c'est à ce titre-là qu'on ne peut plus se contenter des célébrations traditionnelles et des célébrations factices avec des slogans et des vœux pieux. Une célébration dans le deuil, Hervé, et puis on va mais député, vous voyez que je suis contrairement à certaines situations, je suis resté tout calme. Je voulais dire, le sérieux de cette émission et la veille du moment que nous avons fait devait corriger certains qui rompent souvent avec les simples règles de politesse. Il faut insulter personne. Et dans le vocabulaire de la grossièreté, ça ne fait pas grandir une opinion. Alors moi, je refuse qu'un plus petit que moi m'insulte. Pour revenir à la question, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, et puis je crois qu'il ne faut pas surjouer. Nous sommes en crise, oui, mais ce n'est pas la mère des crises. Parce que les problèmes que nous devons résoudre, nous allons les surmonter, les résoudre. Mais il ne faut quand même pas mélanger les choses, Élie. Tu ne peux pas commencer à faire un chapelet de propositions, ce qui est bien, et oublier de dire quelles sont les responsabilités. Jamais dans ton propos, tu n'as parlé de ceux qui ont commencé à prendre les armes contre la République. Tu fais comme si tout cela a commencé seulement parce qu'il y avait une rafle. C'est faux. Nous sommes dans cette situation parce qu'un groupe d'hommes a décidé de rompre l'ordre républicain, de prendre des armes et a créé une situation de terreur. Et quand monsieur parle, il dit qu'il faut aller sur le terrain. Bon, comme lui, il est visiteur de crise, il m'enseigne la crise. Il dit, vous n'êtes pas en charge, en capacité de faire des propositions de ce genre. Parce que votre mot qui revient tout le temps, transition, transition. Mais la rupture de l'ordre républicain n'a pas eu lieu au Cameroun. Je suis désolé si c'est votre rêve. Nous avons des élections, nous avons un système fondé sur les élections. Et il faut poser cette question. Et elle sera posée, Élie. Nous avons déjà discuté de cela. Nous sommes à la veille, nous avons un calendrier marathon électoral, que ceux qui disent qu'ils sont pour la sécession, le fédéralisme, aillent devant les électeurs, que ce soit au niveau des mairies ou des législatives, voire de la présidentielle, dire voilà, notre programme, votez pour nous, pour qu'on fasse éclater l'unité du Cameroun, on verra s'ils seront élus. Et lorsque nous reviendrons sur la question de sondage tout à l'heure, vous verrez. Et alors, tous ceux qui ont peur du processus électoral, d'une vie démocratique, se cachent derrière les slogans. Et vous avez quelques perroquets qui apprennent un vocabulaire pour créer la terreur ou insulter les autres. La volonté du gouvernement, c'est l'unité. La volonté du gouvernement, c'est la paix. Est-ce qu'on a déjà suffisamment investi pour arriver à cet objectif? Je pense que non, puisqu'il faut qu'on l'atteigne. Et pour l'atteindre, il faut que chacun donne un peu de lui, que renonce. Vous comprenez? Ce soir, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à une émission à la veille de la fête nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous comprenez? Les armes qu'on trouve dans certaines zones là-bas ne relèvent pas des armes qu'on trouve en circulation au Cameroun. On a trouvé des munitions d'origine brésilienne, des munitions de guerre d'origine nigériane, et on trouve même maintenant des kalachnikovs, alors qu'au départ c'était une crise avec des armes traditionnelles, et quand ça monte comme ça, ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs du chaos, et une république souveraine ne peut pas se désarmer
face à une entreprise politico-criminelle pour renverser l'ordre démocratique de ce pays. Donc voilà, on en est. Alors on va construire, il faut que chacun s'y investisse. Nous sommes malheureux, moi j'ai de la famille là-bas. J'ai de la famille au sens du sang. Moi je ne vais pas rendre visite au village de la présidente d'une organisation politique pour dire que j'étais dans le nord-ouest. J'ai de la famille, on a des nouvelles qui sont là-bas. Vous parlez simplement des villes comme Kumba ou Béa. Mbanga, dernièrement, a reçu des gens qui étaient sous cette pression de ce qui se passe. C'est pour le regretter que je le dis. Comment l'arrêter? Il faut d'abord demander à ceux qui ont pris l'initiative de prendre les armes, de les déposer, et que nous rentrons dans un dialogue politique. Et dans le dialogue politique, tout le monde va s'exprimer. Je suis heureux aujourd'hui que ce soit de plus en plus la position des gens responsables, comme j'ai entendu la déclaration du Manidem, qui dit que le préalable, c'est que tout le monde dépose des armes. Et vous avez entendu la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui est beaucoup plus que claire maintenant, et il sourit, il sait de quoi on parle, qui désigne nommément ceux qui sont cachés à l'étranger et certains qui reçoivent de l'argent de ces personnes pour organiser le chaos dans notre pays. Ça, nous n'accepterons pas cela. Professeur Emmanuel Diatcho, et Franck Esser a quand même évoqué un symbole qu'on aurait pu mettre en exergue à l'occasion de cette 46e édition, une célébration en Berne, une célébration peut-être pas dans toute la joie républicaine. Mais il n'a pas encore eu lieu. Vous faites le procès d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Non, on suit au moins les préparatifs. Hein. Mais oui, alors préparatifs. Rien n'indique. Professeur Emmanuel Diatcho. Je noterai tout d'abord que dans certains des propos qui ont été tenus ici, on a parlé de l'illégitimité du gouvernement. Je ne pense pas que le gouvernement soit illégitime, dans la mesure où nous n'avons pas encore... Nous allons vers les élections. Et s'il y avait des élections et que le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, le candidat de la majorité au pouvoir était battu, il serait illégitime pour conduire, n'est-ce pas, les négociations. Donc il faudrait que nous éliminions de notre langage les propos qui ne nous permettent pas d'avancer. Le gouvernement actuel n'est pas illégitime puisque nous l'avons élu. Maintenant, est-ce qu'il fait exactement ce que nous attendons de lui? Est-ce qu'il fait tout? Est-ce qu'il fait tout? La réponse est évidemment non. Parce que s'il faisait tout, peut-être que nous n'aurions pas la situation que nous avons aujourd'hui. Et donc, il me semble que pour que les gens se retrouvent autour d'une table, il faudrait qu'on les reconnaisse déjà comme étant des gens légitimes pour négocier au nom des Camerounais. Le sont-ils? Ma réponse est oui, ils le sont, puisque nous le présentons comme le gouvernement du Cameroun. Donc, il faudrait que le gouvernement du Cameroun, face à une situation qui le met aux prises avec ses populations, je rappelle que ces gens qui meurent sont les enfants du Cameroun. Et donc, il faudrait voir dans quelle mesure assouplir chacun sa position, parce qu'on ne peut pas aller autour d'une table si chacun ne met pas un peu de l'eau dans son vin. Donc il faudrait que chacun mette un peu du sien pour qu'il y ait une solution au problème. Personne ne viendra résoudre notre problème à notre place. Personne. Il n'y a que les Camerounais qui résoudront ce problème-là. Et comme nous sommes unanimes pour reconnaître une chose, c'est que le Cameroun est indivisible. Nous pouvons réfléchir sur la forme de l'État. Mais la forme de l'État ne signifie pas la division du pays. C'est-à-dire qu'on sera le Cameroun qui peut avoir, je ne sais pas moi, 10 entités, 20 entités, 2 entités, 3 entités. Mais ce sera la volonté des Camerounais qui resteront Camerounais. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont énormément choqué. Je dis,
certains fils camerounais attentent à la vie d'autres Camerounais en leur disant, ben, écoutez, vous n'êtes pas ici chez vous. Et puis d'autres Camerounais, sous la bannière, n'est-ce pas, de l'autorité, c'est-à-dire ils ont l'uniforme, n'est-ce pas, de la République. Et j'ai été terriblement choqué de constater que l'armée républicaine se livre à des choses qui sont innommables. À quoi, professeur? Ben, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, d'accord. Oui, moi, c'est des choses que j'ai vues. Je ne sais pas si c'est vrai. Ah, d'accord. J'espère que ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de la gestion de nos armées vont nous éclairer sur cette situation. Parce que s'il s'agit de l'armée républicaine qui est à l'origine de ce genre de choses, je pense qu'il faudrait prendre des mesures fortes. Parce que s'il y a des mesures fortes, ça montrera de l'autre côté, parce que je pense que lorsque vous avez affaire aux gens qui n'ont pas la même formation que vous, vous ne pouvez pas reproduire les mêmes actes qu'eux. Je dis bien, si ce que j'ai vu... vous parlez de l'image de... Oui. Oui. Présumé commandant. Ça, c'est rien du tout. Qui a été, voilà. Tu n'as pas vu l'image d'un gardien de prison qui a été égorgé? C'est pour cela que je dis, je déplore les actes qui sont commis, aussi bien par les uns que par les autres. Pour autant que ce soit véritablement, n'est-ce pas? On n'arrête pas un terroriste avec l'incantation. C'est avec la puissance. Je suis d'accord, mon frère Hervé. Mais je dis ceci. La puissance de l'État m'interdit certains comportements. C'est-à-dire que je dois arrêter et remettre à la police. Absolument, absolument. Bon. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Je suis d'accord. Et c'est pour cela que je ne sais pas, je n'ai pas été au front, je n'ai pas été dans... Je parle du front. Je n'ai pas été dans cette région. Vous ne vivez pas la crise au même titre que ceux qui sont sur place. J'aurais aimé y aller parce que j'ai de la famille là-bas. Je crois que chaque Camerounais a de la famille de l'autre côté. Et c'est toujours avec beaucoup d'angoisse qu'on reçoit un coup de fil de l'autre côté parce qu'on se dit, merde, qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Donc, il me semble que, quelles que soient nos positions, nous devons raison garder, réfléchir à comment nous retrouver autour d'une table, sans ostracisme, n'est-ce pas, résoudre nos problèmes. Personne, j'insiste bien, personne ne viendra résoudre ce problème à notre place. Et nous ne devons pas ne pas reconnaître ceux qui, pour l'instant, représentent la République. Alors, Elie, au-delà du thème qu'on a reparcouru tout à l'heure, sous quel signe, même à titre symbolique, pour donner un message, peut-on placer la célébration de cette 46e édition de la Fête de l'Unité? Sur quel signe, c'est un peu difficile. Moi, je pense que tout le monde aime le Cameroun. On ne choisit pas d'être né dans une famille. Mais je pense pour cette signe, pour répondre à votre question, est qu'il faudra que, moi je crois qu'ici a dit ça tout à l'heure, moi j'ai suivi à la radio nationale. C'est un peu comme on dit en anglais, business as usual. Allez, circuler, rien, il n'y a rien. Moi je pense que pour montrer qu'il y a un problème, ça ne sert à rien de faire les mêmes manifestations qu'on a toujours fait il y a 3 ans. Parce que depuis 2 ans, cette unité nationale n'y existe pas. Donc il faut c'est un pays, savoir poser la question. Pourquoi nos frères? Parce qu'il y a que souvent ici, moi je me dis... Elie, pas que l'unité nationale n'existe pas, elle est en crise. Je préfère le mot « elle est en crise ». Bon, nuançons, si vous voulez bien. Elle est en crise. Lui ne fait jamais dans les nuances. Oui. Non, parce que pourquoi faire... Vous savez, il y a l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Robertson, avait dit ceci. Quand vous discutez avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, c'est très difficile. Parce que vous pouvez être quelqu'un qui respecte les droits de l'homme.
Monsieur de l'autre côté, vous venez de souligner quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas ici en train de dire que de l'autre côté, vous avez des anges et de l'autre côté, vous avez des démons. Mais voyez-vous, quand un homme est militaire camerounais, donc je crois avoir une bonne éducation, une certaine formation, quand il se livre à brûler des maisons, quelle est la différence entre vous et ce monsieur auquel vous êtes en train de... Il y a un exemple patent à Asie, dans le département de Lébialem. Et c'est un militaire lui-même, parce que parmi eux, ils ne sont pas tous pourris, qui a filmé et ça a fait tout. Donc je pense que c'est ça qui est le problème et c'est ça qui met en mal l'unité du Cameroun aujourd'hui. Et on doit toujours, je vous ai toujours dit ici, vous devez vous poser les questions. Pourquoi se fait-il que nos mêmes frères qui ont opté, c'est eux, pas nous. Parce que je me dis que, écoutez, voyons, si on demandait par exemple ici au Cameroun oriental, est-ce qu'ils veulent l'unité avec le Cameroun occidental? Je crois que ça ne devait pas se faire. La première fois que d'abord Aïdjo ne voulait pas, ça on peut rire, c'est dedans. C'est quand il était très sûr qu'il y avait tous les assurances qu'il est venu. Donc je veux pas là dire qu'eux ils ont opté pour venir. Ton frère veut venir chez toi, il t'aime. Et toi, tu le prends comme si c'était ton... Donc, je pense l'unité, c'est comme je vous concède, elle est nuancée, mais la responsabilité de ce que nous avions aujourd'hui, on ne refuse pas la légitimité du gouvernement, non, on ne refuse pas. Ah. Non, non, est-ce que moi, ma foi, je n'ai jamais dit... Bravo, non, je suis comme le rocher de Gibraltar constant. Je n'ai jamais dit que non. Moi, j'ai toujours dit, et je le dirai aujourd'hui, jusqu'au jour que ce gouvernement va changer, et que le responsable de ce qui se passe aujourd'hui, c'est le gouvernement et rien que le gouvernement est seul. Il n'y a personne d'autre. Quand, je vous dis, quand au début, et il y a une vérité, quand on a commencé le problème de OADA ou le problème de l'anglais et tout comme ça, derrière toute revendication anglophone est un problème politique sur la forme de l'État. Refuser ça, ça c'est honnête. Au Yékon anglophone ne vous refuse pas ça. Mais maintenant, qui est responsable? C'est le gouvernement. Quand par exemple, vous dynamitez la voiture de M. Fontaine, vous allez, comme vous n'êtes pas là, je vous invite à aller à Boya. Allez à l'université de Boya, vous allez voir sa voiture toujours là comme un symbole. Comme on a dynamité cette voiture. Vous l'arrêtez, vous arrêtez à Gobala et tout le monde, vous mettez en prison. Que voulez-vous à la fin? C'est pourquoi aujourd'hui vous avez les extrémistes qui ont pris. Donc je crois que le gouvernement doit avoir l'humilité. Il n'y a pas de vainqueur. Je vais finir, je conclue. Il n'y a pas, dans un pays où c'est comme une famille, il n'y a pas de problème de vainqueur ni de vaincu. L'essentiel que c'est l'importance de ce Cameroun. Il faut préserver les acquis. Un mot et puis... Oui, non, c'est extraordinaire parce que mon cher frère Eli Smith, là, il concourt pour le prix Nobel de la mauvaise foi. Parce que lui qui est un homme très averti... Tout à l'heure qu'on encadre les mots. Non, 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 lui c'est pas grave, c'est la liberté d'expression. Non, lui et moi, on peut se permettre, c'est ceux qui me connaissent pas qui n'en parlent. Et lui est en train de faire une présentation sélective des événements. On n'a pas brûlé les villages. Il faut savoir, et je vais aller plus loin dans l'information, contrairement à ceux qui se pavanent dans les villes, j'ai les informations du théâtre. Quand vous avez vu les images, et là on est d'accord, mon cher ami, c'est-à-dire que la communication de crise n'est pas très bien encadrée. Vous comprenez? Mais quand vous avez vu une maison brûlée dans certains endroits, soit c'était un dépôt d'armes, soit c'était une fabrique où on fabriquait les armes artisanales. C'est d'ailleurs ce que le général Donatien Mélingué a dit, et qui est vrai, qui est prouvé aujourd'hui. Vous comprenez? Et quand Eli présente cette image, comme c'est un médiateur expert, il veut capter l'esprit des gens pour dire que l'armée camerounaise se comporterait comme une armée d'occupation. C'est faux. L'armée camerounaise obéit à des règles, à une doctrine, l'honneur et la fidélité. Et je peux vous dire que l'image que vous avez vue, donc tu sais comme moi que c'est plus une image des gendarmes que de l'armée de terre. Ce sont les gendarmes. De par la tenue, ceux qui s'acharnaient sur le soi-disant commandant. Absolument. Bon, ça prouve d'abord que la communication n'est pas encadrée et que ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Vous comprenez? Et il faut mettre de l'ordre là-dedans. Et je crois que Joseph Betty Assoma a été clair là-dessus. C'est totalement inacceptable. Mais vous ne pouvez pas dire que quand on trouve dans une agglomération, dans un village ou quelque part dans la forêt, des fabriques d'armes, des dépôts d'armes, qu'on fasse comme si de rien n'était. Écoutez, on ne combat pas des gens en armes avec des incantations, Monsieur Smith. Je suis désolé. Franck d'abord. En tout cas, moi, j'ai
si vous voulez, des témoins et des témoignages, des enregistrements de personnes qui attestent qu'on a brûlé des maisons, on a brûlé des villages où il n'y avait pas de cache d'armes. Donc, contrairement à certains qui prêtent foi à ceux qui sont accusés et qui n'ont aucun intérêt à dire qu'ils reconnaissent ce dont on les accuse, moi j'ai des témoignages de victimes qui peuvent attester. Et je suis à la disposition et de la police et de l'armée pour donner mes sources. Donc, j'avance pour dire que je donne mes sources. Si ça peut contribuer à faire la lumière, non, et si ce n'est pas une politique de l'armée, on est d'accord. Non, on donne les sources. Oui. J'ai des vidéos, j'ai des enregistrements. Bien, vous avez identifié. Oui. Non, je l'ai dit, il peut me gouverner au courant. Donc, s'il ne m'a rien demandé, il sait pourquoi il ne m'a rien demandé. Oui. Donc, deuxièmement, tout à l'heure, je voudrais revenir sur cette affaire de légitimité parce que je semble, à travers ce thème que j'ai utilisé, c'est-à-dire l'illégitimité des gens qui actuellement sont au gouvernement pour prendre en charge le processus de sortie de crise, c'est parce que ça manifeste, les différents qu'on a en termes d'analyse, manifeste la différence d'appréciation de la profondeur et de la nature de la crise. C'est lorsqu'on est d'accord avec vous qu'on est légitime. Je m'explique. Vous avez vraiment un esprit. Premièrement, il faut peut-être qu'on se débarrasse des lunettes anciennes à travers lesquelles on apprécie un peu la vie de la nation. Vous êtes plus vieux que moi. Le professeur a parlé de Paul Biya serait le père et l'alpha oméga au Cameroun. Je pense que c'est justement ce genre de conception, ce genre de considération qui font que le pays aujourd'hui s'enfonce dans la crise. Pourquoi nous disons qu'ils sont illégitimes? C'est parce que c'est eux qui ont mis fin au processus de dialogue. Parce que c'est eux qui, depuis janvier 2017, ont décidé de n'utiliser que la voie de la force. Quel est le rapport entre la légitimité et la légitimité, c'est quoi? J'arrive, parce que la légalité, c'est simple. Monsieur Biya est le représentant légal. Les ministres ont été nommés par des décrets. Ils sont les représentants légaux de l'État. Mais la légitimité qui vous la donne, c'est ceux qui sont censés vous obéir. C'est ceux qui vous mandatent. Donc si à un moment, ils vous rejettent, comme c'est le cas, on a vu l'impuissance du Premier ministre, on a vu l'impuissance de toutes les délégations, il y a un problème de représentativité au plus haut sommet de l'État. Et si le président était si plébiscité, si apprécié, comment expliquez-vous que depuis octobre 2016, on a une crise d'une telle envergure? Donnez-moi l'exemple dans le monde. Il ne daigne pas mettre son pied là-bas. Il ne daigne pas personnellement piloter un certain nombre d'opérations, parmi lesquelles simplement dit le ASIA aux gens qui souffrent, que ce soit les soldats, que ce soit les populations. Mais c'est inacceptable. On ne peut pas avoir un dirigeant qui a cette lourdeur-là. Ça ne s'explique pas. Dans son discours du 31 décembre 2017, le président a quand même écrasé une larme. Dans son discours, je le dis, à l'endroit effectivement des militaires et des populations. D'ailleurs, on a relevé que c'était la première fois que le président disait un mot à l'endroit des populations. Donc vous voyez à quel niveau il vous a rendu. C'est-à-dire qu'il suffit maintenant qu'il dise dans un discours que je fais mes condoléances aux familles, etc. Vous vous en contentez alors que le pays brûle, des gens meurent, les Camerounais pour la première fois sont des réfugiés. Je restitue un fait. La violence ne fait qu'augmenter. Je restitue un fait. Maintenant, je ne donne et les pauvres militaires sont en train de gérer une situation qui doit être gérée politiquement. Je n'exprime pas mon sentiment personnel. Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux un moment. Je vais terminer, vous allez prendre la parole. Et dit qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun tout entier qui est concerné par cette crise. Ce n'est pas une affaire simplement de M. Biya en face des Ambazoniens. C'est une affaire de tous les Camerounais. Et si on continue à croire que ceux qui sont censés jouer un rôle et qui ne le jouent pas bien, qui ne l'ont pas joué jusqu'ici, doivent prendre les initiatives, on va se lever avec beaucoup de larmes. La situation ne fait que se dégrader. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Vérifiez. Et tous ceux qui sont de bonne foi, mais la voiture est là. Allez-y à Boya, allez-y à Kumba, allez-y partout dans ces zones. Vérifiez par vous-même. Faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est le Cameroun, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas la Syrie. Allez vérifier. Vous êtes le seul à avoir été là-bas. Allez-y. Qu'est-ce que vous savez de mes fréquentations? Une chose que je sais, c'est que vous ignorez totalement ce qui se passe. Ah bon, vous êtes si sûr que ça? Emmanuel Diatio. Vos propos l'illustrent de mille et une manières. Il me semble que j'ai été mal compris. J'ai dit le président de la République comme un père de famille. Je n'ai pas dit qu'il était le père de famille, j'ai dit comme un père de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conflit dans lequel le Cameroun est plongé depuis 2 ans, bientôt 3 ans, est un conflit qui ne peut pas se résoudre sans ceux que nous avons mandatés pour nous représenter, que nous l'aimions ou non. S'ils sont la cause. Non,
Si l'aliment... Je dis ceci, jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas membre d'un parti politique. C'est une affaire de parti politique. Attendez, je ne suis pas membre d'un parti politique. Là, je parle comme un observateur de la vie politique et qui scrute aussi ce qui se passe ailleurs. Vous ne pouvez pas écarter ceux qui ont été mandatés par le peuple camerounais. Et qu'il fasse son travail. Ça, c'est une autre chose. Qu'il fasse son travail. S'il ne peut pas, il dégage. Que nous soyons, que nous lui reprochions de ne pas faire, c'est une chose. Mais dire qu'il n'est pas légitime, c'est une autre chose. Aux yeux de ceux qu'il est censé administrer, je ne sais pas si aux yeux de ceux qu'il est censé administrer, il est illégitime, puisque jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire. Non, mais peut-être ce que le professeur veut dire, c'est que l'illégitimité ne se déclare pas de façon verbale. Il y a un processus pour la légitimité qui est l'élection. Non. Qui sont les urnes. Non. Il n'y a pas que cette légitimité-là. La légitimité démocratique, il y a quel autre? Non, bien sûr. En démocratie, le coup d'État. Je vais vous donner un exemple. Le coup d'État. Parce que il y a. Le coup d'État, c'est pas la démocratie. Excusez-moi. Et relance, et peut-être vous allez prendre la parole. C'est une discussion. Oui, allons-y. Je vous le permets. C'est-à-dire que on a vu par exemple à la faveur de cette crise qu'il y a de nombreux élus dans cette zone-là, mais qui ont aucune emprise sur les populations. Et ils ont été sanctionnés tout au moins lors des sénatoriales. Bravo, monsieur le député. Donc maintenant on attend les municipales, qui a été sanctionné? Tout au moins les élus du RDPC dans le nord-ouest ont été sanctionnés pour les sénatoriales. Permettez-moi d'aller dans le sud-ouest aussi, me semble. D'aller au bout. Donc je dis juste, ça c'est après, à la fin. Mais avant que l'élection n'arrive, vous continuez à dire que c'était légitime. Donc je veux dire que... Je termine la phrase. Vous allez rebondir, etc. Je termine. Rassurez-vous, vous allez développer, etc. Je dis juste que... Tirez par les cheveux. Je vois que votre canne est rasé, c'est bon. Je vous interdis de m'insulter. Non, on va garder. Ça suffit de me montrer. Non, je reprendrai coup par coup. Non, je vous en prie. Rassurez-vous. Chers amis. Non. Coup par coup. Franck, vous terminez. Donc, je dis donc que la légitimité, elle s'acquiert de mille et une manières. Dans le cadre des politiques, de façon classique, ce n'est pas les élections. Mais il se trouve qu'il y a une temporalité, quand on entend une sorte de normalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise. Ce genre de discours tient parfaitement. Mais quand on est dans une crise, je vous assure, regardez par exemple ce qui s'est passé pendant, c'est ce que je voulais expliquer. On a observé deux formes de légitimité qui ont émergé. Il y a des personnes, il y a quelqu'un qui est actuellement en prison, qui est en cours de jugement, M. Mancho Bibixi. Il a été élu quand? Franck, question simple. Il a été élu quand? Question simple. Mais il a une capacité, par ses mots d'ordre, d'être suivi parce qu'il est l'écho de revendications populaires, etc. Et si on veut rester dans le registre simple de il n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est pas ministre, à ce moment-là, on n'est pas en capacité, on ne se donne pas les moyens de résoudre la crise. Parce que la crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un monde s'effondre, un ordre institutionnel s'effondre. Les gens contestent votre République et vous leur répondez en disant que mais vous contestez au nom de qui? Vous n'êtes pas maire, etc. C'est le signe qu'il y a rupture du consensus. Question simple, avant que les autres ne rebondissent. C'est justement ça la clé. Si vous ne voyez pas ça, vous restez sur l'ancien schéma. Elle va se perpétuer et d'octobre 2016 à mai 2018, qu'est-ce qu'on va observer? La dégradation de la situation. Bon, juste une question simple. Essayons de tendre un peu la question à l'échelle nationale. Oui. Est-ce que vous pensez que si on organise peut-être une élection aujourd'hui, un référendum, et qu'on demande aux Camerounais, aux Camerounais, dans l'entièreté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, voulez-vous que l'on suive cela qui veut de la sécession, cette légitimité pour la division du Cameroun? Non, dans l'éventail des questions qu'on peut poser, c'est pas celle-là seulement qu'on peut poser. Mais pourquoi vous voulez circonscrire? Non, je veux dire que moi je suis convaincu. Pour rester dans votre logique. Excusez-moi. Non, permettez une seconde. Pour rester dans votre logique. Mais je pourrais vous montrer d'autres questions qu'on peut poser. Pour rester dans votre logique. On va arriver au sondage, vous allez voir le caractère ambigu que peuvent avoir des sondages. Pour rester dans votre logique. Pour des consultations populaires. Pour rester dans votre logique. Il y a des Camerounais qui ont pris des armes. Un certain nombre. Et parce qu'ils ont pris des armes, vous dites, ceux qui ont été élus il y a 7 ans ne sont plus légitimes. C'est pas ce que je dis. Ah, ok. Bon. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a une crise, et qu'il y a des gens qui lancent des mots d'ordre suivis par la population, et que ceux qui sont élus
n'arrive pas à inverser la tendance, il y a crise de représentativité. Ça veut dire qu'une grande partie de la population ne se reconnaît pas en cela. Ça ne veut pas dire que ceux qui prennent les armes sont légitimes. Personne ne les a mandatés pour prendre les armes. Et qui a donc mandaté Manchevou ici? La population qui... Allez-y, Paul. Que vous disiez que dans une discussion, M. Manchot peut faire partie de ceux qui représentent les gens qui ont des revendications, pourquoi pas? Mais M. Manchot ne va pas choisir ceux d'en face. Vous comprenez? C'est pas ce que nous disons. Non, puisque vous dites que les autres sont illégitimes. Nous, on vous dit non. La légitimité dans un système démocratique s'acquiert par les urnes. Jusqu'à preuve du contraire... Aucun ministre n'a été élu. Non, pour moi, quand je parle du sommet de l'État, je n'ai jamais dit que le ministre, quand je parle du chef de l'État, en disant il faut qu'il rassemble, n'est-ce pas, ses enfants. Mais il ne le fait. On n'a pas dit le contraire, mais il ne le fait pas. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit un ministre. D'ailleurs, j'ai dit ici que le ministre qui revient donner un rapport au président de la République, souvent le rapport peut être biaisé. Et que ce n'est pas certain que si le président de la République avait l'occasion de rencontrer ceux qui ont des revendications aujourd'hui, peut-être qu'ils ne tiendraient pas les mêmes propos qu'ils tiennent au ministre. Et peut-être que le problème que nous croyons très profond peut se résoudre en quelques heures. Mais sauf que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et moi, de ma position d'observateur, Emmanuel, tu ne peux pas être observateur. Il faut arrêter tes Camerounais. Et de Camerounais, non, voilà. Oui, et de Camerounais. Dans les actes des apôtres, il nous est conseillé qu'au chapitre 20, que méfiez-vous de rester sur la fenêtre, de vous asseoir, parce que vous allez tomber et mourir. Voilà. Il y a une crise qui concerne tous les Camerounais. Il ne faut pas dire qu'il y a des observateurs, non. Nous sommes concernés tous. Voilà, en tant que Camerounais, aimant ce pays, comme je pense ceux qui se battent, j'aimerais que celui qui me représente, pour l'instant, je n'ai pas deux personnes qui me représentent, je n'ai pas deux personnes qui me représentent, j'ai le chef de l'État qui me représente, et il faudrait peut-être qu'un jour, le chef de l'État descende dans l'arène, peut-être qu'en descendant dans l'arène, il trouvera une solution au problème que ces apôtres n'arrivent pas à trouver, peut-être parce qu'ils n'ont pas la même intelligence que lui. Merci, Elie. Je voudrais venir dans... Vous avez voulu qu'on nuance un peu. Quand monsieur ici parle un peu du problème de crise de légitimité, je ne pense pas qu'il a un problème avec le chef de l'État. Je ne pense pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je vous donne un exemple. Vous savez, cette crise-là, moi j'aime l'histoire. Et l'histoire, c'est quelque chose qui ne manque pas. Dans ce même République du Cameroun, en 66, je ne veux pas maintenant minorer ces leaders que nous avions aujourd'hui. On avait un certain monsieur qui s'appelait Augustin Ngom-Djoa. Voilà un monsieur qui a refusé de recevoir monsieur Ahidjo à Tiko. Tout simplement parce qu'Ahidjo ne lui avait pas informé qu'il arrivait, il était premier ministre du Cameroun occidental. Est-ce que monsieur Ahidjo, qui avait une certaine finesse de l'homme du Sahel, a-t-il décidé d'arrêter monsieur Ngom-Djoa et jeter en prison? Monsieur Ahidjo a fait comme vous aviez dit. Il y a une manière que vous pouviez, quand il y a une crise, vous discutez avec des gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être s'ils avaient rencontré le chef de l'État, peut-être on ne devait pas voir ce problème aujourd'hui. Vous voyez. Donc moi je pense que le problème, pourquoi je dis, et je le répète, c'est lui qui est responsable et qui veut peut-être devenir comme Nimeri ou Siad Barre ou Mobutu Sese Seko demain, c'est M. Paul Biya. Parce qu'il a essayé un peu d'ignorer ce qui se passait. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Moi, je pense que, en termes de légitimité, on a envoyé des gens qui sont partis. Quand vous dites que les gens sont même légitimes, quand vous êtes quelqu'un, moi, je comprends un peu les autres à leur décharge. Voyez-vous, si vous êtes un premier ministre qui n'a jamais été élu quelque part, vous avez été fabriqué comme M. Paul Biya. Croyez-vous que vous êtes redevable à la population du sud-ouest ou du nord-ouest? Non. Et c'est ça le problème fondamental qu'on a eu dans cette crise. Et comme par exemple c'était M. BBC, la revendication de M. BBC, c'est la revendication que tous les Camerounais peuvent demander. Quand ils demandent de l'eau, il dit que les Chinois ont détruit tous les petits routes qu'il y avait à Bamenda, on le arrête, on met en prison. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que nous avions un régime
qui est resté longuement au pouvoir et qui est devenu myope face à la réalité. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Je rappelle, s'agissant de BBC, que son procès, c'est le 24 mai. Exactement. Le 24 ou le 28 le 20 ou le 24, quelque chose comme ça. Dates. Donc, moi, pour conclure, je pense que c'est ça que je parle pour la légitimité. Et puis, nous ne voulions pas que le président Biya soit considéré comme le Toukman Bashi, dont le peur de tous les Toukmen. Non, il est le président de la République et qu'il ait l'humilité pour préserver l'unité de ce pays, qu'il descende sur le terrain et discuter avec les gens. C'est le 28 mai, son procès. Non, je crois, bon, je peux comprendre, il y a des concepts que tout le monde ne maîtrise pas de la même manière. Même là où nous devrions être d'accord, parce qu'on veut utiliser les grands mots, on crée le désaccord. Ce qui se passe dans les zones dites anglophones, surtout à Bamenda, et je veux vous étonner, peut-être pas Élie qui me connaît très bien, c'est que ça a mis sur la table une crise de représentativité. Ce qui n'a rien à voir avec la légitimité. C'est-à-dire que plusieurs personnes qui ont été à l'aube, au début de cette affaire, n'étaient pas assez représentatifs pour porter la parole et être mener une médiation, être des intermédiaires entre les populations ou les revendications et les réponses que le gouvernement devait donner. D'ailleurs, les résultats des élections sénatoriales sont une démonstration que c'était ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes majoritaires, hein, et puis nous perdons l'élection. C'est une question qui est sur la table, messieurs. Et nous ne sommes pas autistes comme certains ont voulu le faire penser. C'est une question qui est factuelle. Et je ne vais pas aller plus loin parce que Élie aimerait que je dise, par exemple, que dans un système bien organisé, un Premier ministre ou un ministre de l'administration territoriale qui perd les élections sur lui, il y a un problème. Donc on peut le dire sans entrer dans une grandiloquence, dans une grandiloquence grossière et provocatrice inutilement. Parce qu'en démocratie, la légitimité, la base de la légitimité, c'est l'expression de l'élection du suffrage universel. Et ceux qui n'aiment pas les élections pensent que dès qu'il y a le moindre mouvement social, ils sont un peu comme des parasites. Il faut qu'ils s'y accrochent parce que c'est un véhicule qui va les amener plus vite que de se présenter devant les gens. Nous avons un problème. Il faut que chacun mette la sérénité et que toutes les provocations, la grossièreté soient mises de côté. Cette crise dite anglophone n'est pas pour moi une catastrophe. Si nous savons nous mettre dans une posture pour en sortir, elle va plutôt permettre un saut qualitatif. C'est-à-dire que les gens commencent à savoir qu'ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte d'un compte de proximité. Ils doivent dire des choses dans leur véracité et que comme ça, on va préserver la paix sociale. Mais lorsque j'ai fini de le dire, le préalable, c'est que personne n'a le droit de prendre les armes pour rompre l'ordre républicain. C'est de ça qu'il s'agit, Élie. Le problème aujourd'hui, on peut regretter que certaines procédures soient lentes, mais enfin, on n'a pas commencé avec ça, les procédures judiciaires. Mais le principe est d'abord qu'on s'entende pour dire que personne ne doit prendre les armes pour rompre l'ordre républicain. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si certains ont pour programme de créer un autre État, qu'ils écrivent ce programme et qu'ils le présentent au peuple lors des élections, on verra s'ils seront élus. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez des gens, c'est un peu comme l'affaire de la mairie de Yabassi, hein. C'est-à-dire vous avez une liste qui se présente avec un drapeau qui n'est pas le sien, et vous avez vu qu'au sénatorial, tout le monde est rentré à la maison à voter en oubliant qu'ils ont été élus avec l'UPF et maintenant ils sont là-haut. Bon, donc tout ça c'est de la confusion politicienne. La vérité est que pour résoudre ce problème que nous avons, il faut qu'on élimine les extrémistes, tous ceux qui ont pour entreprise le chaos, et que maintenant on revienne pour dire que les problèmes que nous avons, que ce soit dans le sanitaire, l'éducation, beaucoup d'autres choses, la gouvernance au premier degré, nous devons l'améliorer et que l'État, on doit avoir une gestion de proximité, aller vers une vraie décentralisation. Merci.
Sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter. 22 ans après, il faut une Il n'est pas trop tard pour bien faire. Non. La crise elle révèle que nous avons pris du retard. Je pense que, et là je pense en tant que citoyen camerounais, oui, on ne peut plus se permettre d'avoir des gens qui prennent tout le temps pour mettre en place des solutions qui sauvent des vies, qui améliorent la vie au Cameroun. Si des gens ne sont pas capables de le faire, mais qu'ils dégagent. Je le dis aux élections, monsieur. Allez aux élections. Non, écoutez, on est dans une situation où Prenons cette situation d'insécurité dans le nord-ouest et sud-ouest actuel. Quelles élections il y aura là-bas à cette allure? À Douala, il n'y avait pas d'insécurité quand votre représentante n'est pas venue voter. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui même, si on veut des bonnes élections qui vont produire des personnes qui sont légitimes, il y a de nombreux préalables, parmi les plus évidents qui sont le retour à une accalmie, à une sécurité. Et on ne peut pas y arriver si on ment, si on méconnaît les faits, et si on ne considère pas que la vie humaine, c'est la valeur la plus suprême, et non le respect à une quelconque hiérarchie ou quelconque, je ne sais pas, chef politique. Pour terminer, oui, pour terminer, moi je crois le frère Nkom a parlé de décentralisation. Moi, je insiste ici que cette décentralisation-là ne concerne pas les anglophones. La forme de l'État, on doit... Non, je le dis, on est en train de... il y a quelque chose de fondamental ici. Chaque jour qu'on va refuser de parler... Monsieur, vous avez invité M. Ayapol ici une fois. Absolument. Il vous a dit, on a besoin d'un second Fumban. On doit discuter parce que ça ne marche pas. Si on ne peut pas rester et discuter, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut un second Fumban pour revoir l'avenir du première pays. question, et puis vous réveillez. D'abord le prof. Ben, écoutez, qu'est-ce que je peux dire après tout ce que nous venons de dire? Que seule la discussion permettra de sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Cette discussion doit porter sur tout. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est lorsqu'il y a des sujets tabous qu'il y a blocage. Qu'il y a blocage. Emmanuel Campou de sortir. Je pense que le Cameroun est une création du ciel de Dieu, parce que notre diversité, c'est notre richesse. Et nous devons nous investir, dans la tolérance, l'acceptation de nos différences, et construire une société qui n'est pas commune aux autres, qui n'a pas la même histoire. Et je vous ai dit qu'au 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, nous avons 911 000 km² de superficie. Il n'y avait pas de zone anglophone ou francophone. La politique internationale est venue créer cette situation. Aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernance, c'est-à-dire que chacun ait le sentiment d'appartenance. Chacun se sent citoyen libre et dans l'égalité. Il faut améliorer cela, mais pour l'améliorer, nous n'avons pas besoin de groupes terroristes, de groupes armés. Il faut que chacun dépose ses armes, que l'ordre républicain règne et qu'on s'investisse dans le dialogue. Nous sommes tous des Camerounais et condamnés à rester ensemble. Et je voudrais te sortir avec cette contribution d'un fidèle. Bonsoir de Péta. Il existe 3 types de légitimité selon Max Weber. Celle défendue par Evan Kom et le professeur Emmanuel Duacho, je cite. C'est la légitimité légale rationnelle, basée sur des règles connues et accessibles de tous. Exemple, les élections. Absolument. À côté, on a la légitimité charismatique qui s'acquiert de par le charisme et les compétences exceptionnelles, réelles ou supposées du leader. C'est la thèse défendue par Franck Essi. Enfin, on a la légitimité traditionnelle qui tient de la tradition. Exemple, les chefs traditionnels. En gros, la légitimité pose la question de savoir sur quoi repose la soumission des uns face à la domination des autres. Stéphane Bonneau, doctorant en sciences politiques. Doctorant encore. On va donc terminer par cela. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un cours. J'aurais critiqué ce qu'il était en train de dire. C'est vous le prof. Voilà. Donc, tout ce qu'il a dit, la légitimité tient en 3 éléments. Ok. L'élection qui s'apparente, n'est-ce pas, à la nomination à un poste. Le charisme et puis la tradition. Ce n'est pas 3 légitimités. C'est la même. C'est là-dessus que repose la légitimité. C'est ça. Absolument. C'est pas ce que Max Weber dit. Vous ne pouvez pas le seul à avoir étudié ça. Il y a 3 types de légitimité. Merci. Tout comme vous, donc. Bon, ça c'est un autre... Max Weber n'a pas connu la République. Je suis désolé quand on cite les gens. C'est un autre débat. Je vous suggère qu'on entre dans le second, en gardant l'espoir, évidemment, que tous ensemble, on va communier.
On va manger la communion de l'unité. Ce sera une très belle fête. Le 20 Je vais inviter monsieur. Le 20 mai prochain, que je rappelle rapidement le thème, qui d'ailleurs est assez pertinent. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère, même si les mots sont ce qu'ils sont. Transition et puis deuxième thème. Alors, le second thème, élection 2018, doit-on croire au sondage? Évidemment, ce thème vous a été inspiré par une forte actualité, je l'ai dit, et peut-être je vais le reprendre rapidement. Le professeur Emmanuel Diacho et quelques-uns de ses collègues, donc le docteur Célestin et Loxon et le professeur Joël Muller, ont donc, dans le cadre du baromètre Elmed, ils ont fait une étude qui donne les résultats suivants. Je rappelle rapidement, 57% de Camerounais interrogés dans le cadre de ce sondage préfèrent Paul Biya. Ensuite, Cabral Libi, du mouvement 11 millions de citoyens, sont 16% pour lui. Akere Mouna, du mouvement Naoui, sont 5%. Maurice Kamto, du MRC, 5%. Joshua aussi, du SDF, 4%. Et l'ancien ministre Gagaman. Ils sont également, ils ont du moins en 5e position, celui-là. Alors, professeur, peut-être on va commencer par... déjà faire pas systématiquement la sociologie, mais une présentation sommaire de ceux qui ont mené cette étude, alors qui ont procédé à ce sondage. Peut-être aussi comment ça a été financé, parce que vous savez que c'est un élément qui... celui qui passe la commande est souvent celui qui définit le produit qu'il aimerait... recevoir. Non. C'est une insulte à l'intelligence. Non, Emmanuel, moi, je vous laisse m'asseoir et si je prends votre place, je prends vos questions. Hein, professeur. Alors déjà, qui sont d'ailleurs les concepteurs ou alors les meneurs de ce travail-là? Eh bien, rassurez-vous, ce sondage n'a pas été financé par un parti politique. D'accord. Donc rassurez-vous. Il a été financé par qui et ça a coûté combien? Il a été financé par les personnes, n'est-ce pas, d'Elmed. D'accord. À hauteur de? C'est-à-dire nous. Oui, à hauteur de? Nous avons puisé dans nos deniers pour le faire. Je vois que... Bon, okay. Tu es un contrôleur de gestion. Et je tiens à signaler que nous n'avons pas reçu l'appui d'un parti politique. Et d'aucune autre institution? Et d'aucune autre institution. D'accord. Je remercie d'ailleurs BI Communication, que vous n'avez pas cité, qui nous a aidés, n'est-ce pas, dans la collecte des données, puisque nous avons conçu les outils, mais nous n'étions pas sur le terrain nous-mêmes pour récupérer les informations. On a BI Communication, qui est un cabinet, c'est un jeune Camerounais, qui nous a aidés, n'est-ce pas, dans la collecte, déjà dans le recrutement des sondeurs. Ouais. Et je tiens à le féliciter, à le remercier ici. Mais retenez que c'est un sondage qui a été financé par nous. Habituellement, nous le faisons pour nos travaux de recherche. Ah, d'accord. Et nous avons voulu faire quelque chose qui, jusqu'à présent, ne s'est pas fait au Cameroun. Faire un sondage politique. Sortir un peu de ce que nous faisons tous les jours dans le cadre de nos travaux de recherche. Et on a dit, tiens, les élections présidentielles auront lieu cette année. Eh bien, nous avons beaucoup de gens qui souhaitent se présenter à la magistrature suprême. Qui sont-ils? Est-ce que ces gens sont connus des Camerounais? Ou bien qu'est-ce que les Camerounais pensent d'eux? Nous avons conçu donc un outil, sans citer de nom, et nous avons donné la parole aux Camerounais. Quel était l'échantillonnage? Alors, nous avons travaillé sur un échantillon de 4000 personnes. Ah, c'est sérieux. 4154, selon voilà. les choses. Et nous avons travaillé essentiellement dans deux villes, Douala et Yaoundé. Pourquoi nous avons choisi uniquement Douala et Yaoundé? Eh bien, sachez que lors des élections
de 2011, Douala et Yaoundé représentaient 24% des électeurs. Et nous, on se dit, mais tenez, commençons par ces deux villes pour voir un peu ce que pensent les gens, surtout que Douala et Yaoundé sont les deux villes où ceux qui... la mosaïque, et ceux qui veulent se présenter, n'est-ce pas, à nos électeurs, sont beaucoup plus connus dans ces deux villes-là, très souvent, et vivent dans ces deux villes. Eh bien, essayons de voir si réellement ces gens sont connus. Voilà ce qui a motivé, n'est-ce pas, notre démarche. Nous avons d'ailleurs été très surpris par les résultats. Je dis, si le résultat avait été le contraire de ce qui est aujourd'hui, peut-être que c'est mon ami Hervé qui serait en train de tirer sur moi. Ah non. Donc logiquement, Franck va tirer sur vous. Je ne sais pas s'il va tirer sur moi. Vous savez, les sondages, généralement... je ne m'endors pas avec les sondages. Généralement, quand on est mal placé dans les sondages... critiquement. Oui, oui. Mais sachez une chose, c'est la photographie à un moment donné. Ça ne dit pas exactement ce qui va se faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais c'est ce que les gens que nous avons questionnés pensaient ce jour-là. Et nous avons été très surpris de constater que, finalement, beaucoup de gens étaient aussi peu connus, n'est-ce pas, de l'électorat. Ces sondages vous parlent, ces résultats, sondages, Elie? Oui, ça me parle. Et puis, je suis content de son honnêteté en disant que ça a été fait, c'est à un moment donné qu'il a donné ce sondage. Mais mon problème, c'est, bon, ils ont choisi la ville, 2 villes, Douala et Yaoundé. Mais moi, j'ai une manière, moi, très simple. Premièrement, je ne crois pas au sondage. Et moi, j'ai gagné 2 sondages, en France et aux États-Unis. À un moment où les gens croyaient que Nicolas Sarkozy ne devait pas gagner les élections, moi, j'ai dit aux gens que Nicolas Sarkozy... Mon secret est simple. C'est les gens de la rue qui vous disent, parce qu'ils sont bien représentatifs, quelqu'un qui a une ambition politique, qui a peur qu'on va lui licencier demain au travail, ne vous donnera jamais la réalité des choses. Et je me rappelle encore, oui, quand j'étais aux États-Unis, ce n'est pas si longtemps, on faisait les primaires dans le Parti républicain. Moi, j'ai dit aux gens, il y a 2 personnes. Il y aura Ben Carson ou Donald Trump. Les gens m'ont dit non. Parce que quand moi, je prenais le métro, je voyais des gens dans la rue, c'est qu'ils disaient, quand tu prends un taxi, tu comprends. Donc moi, je veux tu crois au sondage, à ta manière. Oui, ça à ma manière. Voilà, mais des autres... Non, monsieur, laissez-moi finir. Donc, je veux pas là dire que le problème des sondages, si on a dernièrement, quand on avait parlé ça en off, on a vu ce qui s'est passé avec les sondages qu'on a fait croire à M. Gbagbo qu'il va gagner les élections, il a perdu. Donc moi, je crois que si vous demandez aux Camerounais dans la rue que vous êtes là aujourd'hui, ils sont des vendeurs de Bitacola, Benzikiner, il n'y a pas le travail, il y a la guerre. Mais c'est pas tout, hein. Il faut aussi qu'ils soient inscrits. Hein, bon, je vous comprends. Là aussi, je comprends qu'il faut que les gens aillent s'inscrire. Parce que les sondés sont ceux qui sont plus... Il y a terminé. Alors, non, je termine, je vais vous laisser. Alors, je vous en prie de noter les questions. Vous direz, chacun aura son temps de parole. Parce qu'après, c'est Franck ici, et puis vous allez rebondir. Voilà, je vais vous laisser finir. Parce que moi, c'est bien le travail que vous avez fait. J'apprécie les gens qui font un effort. Mais je me dis, le RDPC, M. Paul Biya, ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Parce que, je vous donne l'exemple, il ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Voilà Guy Parfait Songhé 2. Non, je m'appelle Elie Smith, je ne m'appelle pas Guy Parfait Songhé. Je suis empirique. Je vois la réalité d'un monsieur qui est au pouvoir depuis 36 ans, qui a ruiné un pays. Je ne crois pas qu'on peut, dans une élection honnête et transparente, il ne peut pas gagner une élection au Cameroun, le RDPC. Le tour de parole à Franck, essayez le temps pour moi peut-être de donner quelques éléments pour compléter, parce que j'ai quand même parcouru vos documents. Hein. Alors pour arriver à ces conclusions, les chercheurs disent avoir interrogé sur la période de mars-avril 4154 individus inscrits sur les fichiers électoraux ou envoi de lettres, soit 1768 à Douala, 2386 à Yaoundé, et ces 2 métropoles évidemment représentant 24%
du corps électoral. Donc, ça donne 57% pour Paul Biya, parce qu'il y a un téléspectateur qui me demande de rappeler. Cabral Libi, 16%, Akere Mouna, 5%, Maurice Kamto, 5%, Joshua aussi, 4%, l'ancien ministre Garga Amanadi, 2% des suffrages. Et puis, selon l'étude que vous avez menée, les Camerounais ont justifié leur choix, soit motivation personnelle et autres capacités à gérer. Ce sondage vous parle, vous? Ça me pousse plutôt à réfléchir, parce que peut-être le plateau de télévision n'est pas le cadre le plus approprié pour apprécier le travail qui a été fait, en ce sens que il faut entrer dans la méthodologie, il faut entrer et évaluer même la façon dont l'information a été collectée, parce que pour quelqu'un, moi j'ai appris ça à l'école, il y a beaucoup de biais possibles. Il y a beaucoup de biais possibles, ne serait-ce que même dans la collecte de l'information, dans la formulation des questions, il faut voir quelles questions précises ont été posées aux gens et dans quel contexte, etc. etc. C'est ça qui fait que les sondages ne font jamais l'unanimité, parce que d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de marge d'erreur, aussi bien en amont dans la définition du cadre de l'enquête, dans l'exécution des questionnaires et ensuite dans le traitement de l'information qui est collectée. Parce qu'au niveau du traitement de l'information, le prof le sait mieux que nous tous, il y a cette fameuse polémique autour du redressement des chiffres. Il y a toujours des débats, et c'est là où naît la contestation sur la façon dont on essaye d'arrondir à la hausse ou à la baisse un certain nombre de données qui se dégagent. L'autre problème avec les sondages, c'est que une opinion qui peut parfois paraître bien diverse dans ses expressions, ramenée à quelques chiffres, apparaît plus ou moins homogène. C'est-à-dire qu'on durcit un peu le trait, on homogénéise un peu l'opinion qui est parfois plus distincte. Et je veux aussi dire que dans le cas d'espèces, les deux villes ne me semblent pas être représentatives du Cameroun. C'est vrai que c'est peut-être 25% de l'électorat lors des dernières élections présidentielles, mais ça veut dire aussi qu'il y a 75% du territoire. La façon dont on vit, par exemple, aujourd'hui dans les zones anglophones, c'est pas la même façon à Douala, c'est pas la même à Yaoundé. Donc c'est ça qui est une petite faiblesse. Pour les prochains sondages, peut-être, il faudrait élargir d'un point de vue territorial un peu l'espace couvert. Voilà, donc je pense que c'est peut-être utile, en ce sens que ça donne une idée quand même de ceux qui sortent du lot. Mais je ne pense pas qu'ils renseignent de façon stricte, de façon scientifique, sur le véritable ordre et les proportions dans lesquelles les gens sont plébiscités. Hervé. Écoutez-moi, d'abord, je voudrais féliciter Emmanuel, parce que la diaspora peut faire de temps en temps un travail utile comme instrument de prise de décision politique. C'est une bonne chose. Mais Élie, soyons clairs, le sondage que nous avons ici, c'est un sondage sur l'état de l'opinion. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas tout rejeter comme ça, et dans un temps bien précis. L'opinion peut évoluer aussi. Mais je pense qu'en prenant 4000 personnes, c'est assez représentatif. Le problème que nous avons, nous avions, à la dernière élection, nous avions un sondage confidentiel qui nous indiquait que Kavala aurait plus de voix que Jean-Jacques Ekini. Les gens ne voyaient pas. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Donc, je pense donc que nous sommes à combien, à quelques mois, sauf changement miraculeux de l'élection. Normalement, c'est au mois de juillet qu'on devrait appeler le collège électoral pour... à partir du 14 juillet. Là, c'est pour les municipales et législatives. Mais pour les présidentielles, je crois que la date est un peu plus ailleurs. Je suis, moi, personnellement, de l'ancienne école. Là, j'assume cela. Je pense que ce n'est pas le travail qu'on gagne une élection. Et je me méfie des sondages. Je voulais simplement corriger, parce que Elie Smith et moi, nous avons cette divergence depuis. Babo n'a pas perdu l'élection en Côte d'Ivoire. On a refusé les résultats donnés par la Cour constitutionnelle. Il faut que tu sois clair, même dans tes amitiés libérales, il faut mettre une limitation de vitesse. Maintenant, quand tu viens sur le président Paul Biya, je pense que tu prends trop de liberté avec la réalité. Il faut être un peu prudent. Comme nous sommes dans un système de liberté, le président est devenu votre ballon. Chacun peut parler de lui dans des termes, il ne peut pas gagner les élections. Il est là. Paul Biya n'est pas président par un coup d'État.
il est au pouvoir parce qu'on l'a toujours... On revient dans le débat des sondages. Non, c'est inacceptable. Il faut qu'on respecte les personnes comme nous respectons. Oui, revenons dans le débat, c'est le deuxième thème. Nous sommes dans le deuxième thème. Oui. Alors, je voudrais savoir, avez-vous évalué, soupesé ou estimé la marge d'erreur? Ben, écoutez, oui. Sachez que nous sommes dans 2 grandes villes. Et nous savons, si vous avez lu ce que nous avons écrit, le rapport que nous écrivons accompagnant ce sondage, c'est que 75% de la population n'a pas été sondée. Mais nous savons aussi que le problème ethnique, il joue aussi dans les élections. Et que le redressement pourrait se faire pour certains candidats, n'est-ce pas, dans leur région d'origine. Tout à fait. Et les événements en zone anglophone, et les événements en zone anglophone. À savoir que Garga Aman, dans le nord, peut arriver en tête. C'est pas sûr. Non, j'ai dit peut. Ouais. Il peut, tout parce qu'il est l'enfant du village. Dans son village, il peut arriver en tête. Mais Kamto Abraham, mais ça redresse tout simplement un peu son poids. Mais quand on répartit dans la totalité du pays, ils sont battus. Car, sachez une chose, que nous avons prise en compte, si nous allions plus loin, et nous irons plus loin, parce que ça, ce n'est qu'un des sondages, les autres vont venir. Quand vous allez à Douala, la télévision est présente pratiquement dans tous les foyers. Un foyer, non pas tous les foyers, dans un foyer dans sur tous les 3. bars, dans tous les bars. Non, dans un foyer sur 3 et dans tous les bars. Tout à fait. Quand vous allez dans les villages, vous avez la télévision, une télévision pour 200 personnes. Dans certains villages, une télévision pour 500. Vous voulez justifier qu'en réalité... Je veux justifier qu'en réalité, certains candidats sont plus accessibles dans les zones reculées. Et nous pensons que les candidats que nous connaissons, que nous voyons tous dans les médias, si dans ces 2 grandes villes, ils ont des difficultés, leurs difficultés vont s'accentuer dès qu'on avance à l'intérieur du pays. Car à l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'on écoute? La CRTV, radio comme télévision. Vous comprenez? À l'intérieur du pays, qui y va? C'est l'enfant, le haut fonctionnaire du village qui arrive et qui vous dit votez pour un tel. Il y a des prescriptions. Or, souvent, nos candidats, j'ai vu là certains hommes politiques aller ameuter les troupes dans leur village en demandant de soutenir tel ou un tel. Mais pourquoi ils choisissent leur village? C'est parce qu'ailleurs, ils ne sont pas connus. C'est pour cela qu'à la fin du sondage, dans notre rapport, nous disons l'opposition camerounaise aujourd'hui ne peut pas gagner les élections. Peut-être nous pouvons nous tromper, mais au vu de ce sondage et par notre connaissance aussi de notre pays, c'est que si tout le monde est candidat, eh bien, même si on avait les élections à 2 tours, le président de la République, candidat, peut les gagner dès le premier tour. Il n'a même pas besoin de tricher. Au vu des sondages, en tout cas, au moment où nous les administrons, il n'a même pas besoin, parce que les autres ne sont pas connus dans l'arrière-pays. Qu'est-ce qui explique le fondement de Joshua aussi, représentant du premier parti de l'opposition sur le plan parlementaire? J'accepte la question, Franck. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer l'ambiguïté du LDF au Limbilobé? Et là aussi, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Pourquoi? Parce que nous nous attendions à ce que Joshua aussi arrive en seconde position, parce que c'est... Non, Joshua, dans votre sondage... Il n'est pas en seconde position. Il vient 4e, parce qu'on a Cabral Lévy. On a Cabral Lévy. Nous attendions. Ah, d'accord. Oui, mais les résultats du terrain nous ont... Oui, c'est-à-dire que vous avez ce que les gens disent dans les bars,
Et la réalité, n'est-ce pas? Peut-être que Joshua a un travail à faire. Pas peut-être, il a un travail à faire. Nous disons que le président Kamto du MRC, il a un travail à faire. Nous disons, on ne gagne pas les élections avec l'élite. Oui, avec les étudiants. Avec les étudiants. Alors, on gagne les élections avec le peuple. Je voudrais préciser qu'il est 23h30. Hein. Oui. Nous sommes évidemment en et donc, direct. Et donc, quand vous écoutez, de cette et ça, les sondés nous le disent. Quand vous écoutez ces gens-là, vous avez l'impression les sondés disent qu'ils ne leur parlent pas. Mais avec... bon, vous n'avez pas non plus. Ben, je veux dire que... avec les annotations sur l'arrière-pays, je veux bien comprendre comment Cabral Libye a fait. Pour l'instant, nous sommes restés à Douala et Yaoundé. Cabral Libye urbain. Cabral est très impliqué parmi les étudiants d'ailleurs. Nous disons, d'ailleurs, les gens le disent. Les gens le disent. Oui. Cabral, les différentes émissions dans les différentes chaînes où il a été parfois animateur ont énormément joué pour lui. Et puis, son opération 11 millions. Il ne marche pas. Non, oui, mais il a été au contact des gens. Ouais. Et ça a joué. Ok. Oui, en disant que c'était un sondage fait d'une manière précise et les détails que vous avez donnés est très important. Moi, je pense que... C'est l'état de l'opinion. C'est l'état de l'opinion. Et c'est comme le sable mouvant, ça va changer. Et autre chose, ça va donner... Ça peut changer positivement, comme ça peut s'aggraver. Hein? Ça peut s'aggraver. Mais moi, je pense qu'il y a des candidats là qui se trouvent peut-être derniers, qui pourront passer. Quand vous avez des candidats qui n'ont pas de fief, parce qu'il y a un problème que vous devez savoir. Absolument. Parce qu'il y a des candidats qui n'ont pas de fief électoral, qui sont des fabrications des médias. Oui, et il y a d'autres. Oui. L'opinion n'est pas dupe. Un candidat qu'on a vu, homme ou femme, se battre auprès de la population pendant un certain temps, les gens ne disent rien, mais le jour où vous allez voir, ça va se passer, ça va changer. Donc moi, je ne veux pas là dire que il y a... Bon, je ne vais pas donner, parce que moi, dans mon opinion, je sais qu'il y a des candidats là. Par exemple, le candidat du SDF, c'est tout à fait normal, ça n'a pas commencé. Le jour où ils vont se lancer, il a quand même une fief électorale. Mais j'étais à Mbouda et tout le monde est parti. Franck d'abord. Non, je crois que... Non, il y avait plein de gens à Mbouda. Non, il y avait les gens à Mbouda. Non. Bon, écoute, non, soyons objectifs. Moi, je pense que quand les choses vont, comme vous avez dit, quand il y aura le retour dans les bases, parce qu'un homme politique ne peut pas gagner une élection s'il n'a pas de fief électoral. Oui. Franck, ici. Donc, moi, je voulais juste... tout en saluant l'effort qui est fait, relativiser encore une fois, parce que on aurait eu besoin de plusieurs sondages de ce type pour dégager peut-être des tendances d'autres. Parce que encore une fois, tant qu'on n'a pas examiné, voilà, moi je ne suis pas bien placé, voilà. Donc, mais moi peut-être je souhaiterais que comme c'est une innovation et c'est bien, ça permet d'avancer, que peut-être qu'on réfléchisse à la manière d'encadrer ça. C'est ça que j'allais dire. Parce que je ne suis pas sûr, parce que vous avez été très discret sur le financement et sur... Voilà. Je ne vous accuse pas, mais je vais dire que légitimement, je peux me poser la question. Non, monsieur, ici, pour moi, c'est très, très important. Pour qui me connaît, je n'ai pas l'habitude, et ceux qui sont avec nous dans ce sondage, le professeur Muller, le docteur Elorson, nous avons conçu ce sondage, tous étant en France. Nous avons financé. Professeur, je vous donne la parole. Je ne veux pas vous couper. Donc, professeur, mais je voudrais quand même que vous intégriez un élément important. Oui. Vraiment, je ne suis pas péjoratif, je ne le suis pas souvent, je ne le serai pas ce soir, tout en respectant et en appréciant le travail scientifique qui a été fait. Mais vous savez que l'Afrique, le Cameroun a été marqué quand même par un sondage fait en Côte d'Ivoire avec des personnes aussi nanties que vous sur le plan scientifique. Toute la crédibilité qu'on a accordée à l'ONUCI, qui a gagné, qui n'a pas gagné, je ne prends pas parti aujourd'hui, mais je veux dire que ça a quand même marqué la mémoire. Et quand un travail comme ça est publié, il faut comprendre tout au moins les remarques. Je peux s'il te plaît dire quelque chose. D'accord. Je pense, et là je suis d'accord avec monsieur ici, que l'irruption d'une nouvelle activité qu'on appelle sondage devait interpeller les pouvoirs publics. Il faut une institution de régulation des sondages, parce que les sondages peuvent être aussi un instrument de manipulation de l'opinion.
Vous comprenez? C'est très dangereux, surtout dans nos démocraties en construction, d'avoir un instrument comme ça s'il n'est pas sous contrôle. Deuxième chose, moi, là, je m'adresse aux militants du RDPC. La meilleure façon de gagner une élection, c'est de travailler, de la préparer et faire de la campagne. Et méfiez-vous, ne vous endormez pas. Tout ce qu'on entend là, parce qu'il y a aussi un autre sondage que vous n'avez peut-être pas, que nous avons, qui indiquait que le candidat du MRC aurait 63% de voix. Bon, j'ai trouvé ça un peu grotesque, mais ça, c'est la section MRC de Facebook qui l'a publié. Et donc, les sondages peuvent être un instrument de manipulation de l'opinion. Troisième chose, vu l'actualité, il y aura évolution. Il peut y avoir un événement ici qui donne avantage au pouvoir en place, parce que bien géré et tout, et qui appelle l'union nationale autour du pouvoir. Comme il peut y avoir aussi un événement mal géré, comme disait monsieur ici, ou pas à peu près bien géré, crée une fragmentation de l'opinion. Donc, moi, je trouve que c'est un bon travail, ça commence maintenant, mais je m'adresse aux autorités, il faut une institution pour encadrer, et ça ne peut pas être le Conseil national de la communication. Franck. Donc, je voulais poursuivre au-delà de l'encadrement sur des suggestions pour les prochains. Parce qu'on a aussi besoin de savoir ce que le peuple attend. Moi, je serais intéressé, par exemple, pour qu'on ne soit pas divisé, parce qu'on croit que c'est opinion contre opinion, perception contre perception, sur les priorités, par exemple, des Camerounais. Et parfois dans certaines zones. Moi, ça aurait été intéressant si l'initiative avait commencé plus tôt, qu'à la veille de l'unité nationale, on sonde les Camerounais sur le sentiment qu'ils ont. Chaque parti peut le faire, nous on l'a fait. Hein. Non, nous on le fait. Voilà. Vous avez au Bosso, vous faites ça tous les jours. Non, nous on le fait. Nous aussi on est un groupe. On le fait et on est conscient de tous les biais et les limites qui sont liées à un manque de moyens modernes qu'il faut pour ça. Mais on le fait. Je suis parfaitement d'accord sur les remarques qui sont faites, mais vous devez aussi comprendre que lorsqu'un sondage est financé par le sondeur, eh bien, le sondeur choisit... Non, Franck parle d'une étude d'opinion. Oui, oui, non. Parce que le sondage, ça devient quelque chose de très précis. Oui. Là, il dit, mais je pense que chaque parti devrait avoir un groupe d'intellectuels et un laboratoire pour étudier l'opinion. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Quitte à ce que, lorsque l'opinion se prononce majoritairement sur une tendance, mais que le parti travaille sur le terrain dans le programme. Par exemple, cette question du fédéralisme, il faut sonder les Camerounais pour savoir ce qu'ils en pensent. Hervé a dit quelque chose d'ailleurs, Franck l'a aussi dit, encadrer cette activité. Ben, cela suppose aussi que les pouvoirs publics prévoient les moyens. Ah ben oui, c'est démocratique. Hein, oui, c'est démocratique. Voici quand même une question assez, que je trouve... pertinente, hein, faite par un téléspectateur. Comment fait-on dans un contexte de crise pour réaliser un sondage que l'on veut pertinent pour ne pas prendre en compte les intentions liées aux zones anglophones? Ben, de toutes les façons, il m'a semblé que pour nous, lorsque nous avons demandé aux gens de se prononcer, les thèmes ont été choisis par les gens. Ce n'est pas nous qui avons choisi les thèmes. Tout à fait. Nous avons demandé aux gens de nous dire quel était leur candidat préféré dans la situation aujourd'hui. Et c'est Paul Biya. Et pourquoi? Quand les gens me disent Paul Biya, Akeremouna, ainsi de suite, ils donnent les raisons. Et nous avons fait un travail qui nous a permis, n'est-ce pas, de recenser les raisons qui revenaient le plus, et nous avons retenu les raisons qui revenaient le plus. Il se trouve que la crise anglophone n'était pas une priorité, n'est-ce pas? N'est pas. Oui, si ça avait été si ça avait été une priorité, peut-être parce que nous avons fait ce sondage à Douala et à Yaoundé. Et qu'ils s'en foutent réellement des problèmes. Non, c'est pas exact. Peut-être qu'ils ne s'en foutent pas. Peut-être que c'est un problème pour eux tabou. Non. Peut-être qu'ils pensent que c'est Paul Biya seul qui peut résoudre ce problème. Je vais donner quelques raisons d'ailleurs qui sont, avant que Franck ne rebondisse, dans votre rapport, dans les conclusions. Pour justifier leur choix, 24,6% des Camerounais sondés évoquent des raisons personnelles non exprimées.
Les Camerounais motivent aussi leur choix par le potentiel du candidat à garantir la paix. Ils sont 15%. Ses capacités, 15,9%. Ses capacités à diriger, 15,3%. Son potentiel à impulser le changement, 13,2%. Sa sagesse et son intelligence, 7,6%. Les choix sont également le fait de la résignation pour environ 5% des cas. Ah oui. Non, si on part sur les données du dernier recensement qui situe la population entre guillemets anglophone entre 17 et 20% de la population, moi je suis intéressé à savoir si même dans l'échantillon de Douala et Yaoundé, on retrouve cette représentativité d'une part, et d'autre part, si on regarde, et on avait étendu par exemple à au moins une ville anglophone, c'est-à-dire sur 3 villes, peut-être le taux de personnes qui ne sont pas intéressées du tout par un candidat ou des élections serait plus grand. Parce que l'autre chose que j'observe en lisant votre rapport, c'est que en fait, la proportion des gens qui veulent participer aux élections est très grande par rapport à ce que Elekam nous dit et par rapport à ce que nous savons, nous qui participons aux élections, des taux de participation. Donc, est-ce que quelque part, cet échantillon-là est vraiment représentatif? Ah oui, en France, pays de près de 70 millions d'habitants, les échantillons ne dépassent pas 1000 personnes, 1500. Oui. Oui, oui. Et c'est fait dans les grandes villes. Oui. Non, la représentativité, ce n'est pas au nombre. Non, ce n'est pas l'étalement. Non, Franck, c'est pas l'étalement. Oui, la structure. Oui, on trouve à Douala, par exemple, une mosaïque qui est représentative de la composition sociologique du Cameroun. C'est-à-dire que ce sondage aurait pu être fait rien qu'à Douala. Et il est indicateur, et les données corrigées que Emmanuel donne indiquent que les choses peuvent être corrigées par la campagne, le réflexe tribal ou identitaire ou territorial. Mais globalement, l'opinion majoritaire qui confectionne l'opinion, qui débat publiquement, voilà autour de quoi, à ce moment T-là, et s'est prononcé. Mais ça peut évoluer. C'est pour ça que moi, je m'en méfie. Oui. Moi, je fais la campagne. Vous avez vu, nous, on a fait la campagne pendant les sénatoriales. Jusqu'à dans les bureaux de vote. Non. Plus tu ne peux pas dire ça. Puisque tous vos candidats sont dans le même bus, oui, ils ont mangé le même pain. Voilà. Mais voilà, ce que tu dis est exact. Mais là où c'était, on cru que parce qu'on était numériquement plus nombreux, on allait gagner. Abamé, on l'a perdu. Ça veut dire qu'il faut faire la campagne, convaincre l'opinion. Et je dis, sondage, c'est un instrument de prise de décision politique, mais il reste le travail maintenant sur le terrain. La preuve, c'est que Hillary Clinton a perdu les élections parce que les sondages l'ont donnée gagnante et elle n'a pas fait elle a gagné, hein. Elle avait 2 millions de voix de plus, mais on a ignoré le fait des grands électeurs. Non, les grands électeurs. Elle n'a pas fait de campagne sur les grands électeurs. Oui, elle a fait la campagne populaire. Mais aussi, aux États-Unis, ça arrive très fréquemment qu'on ait plusieurs millions d'avance et qu'on perde. Oui. Et le problème aussi est que, vous savez, la classe élitiste oublie souvent la base. C'est ça qui fait que Clinton était aimé parce que, mais la réalité que l'américaine ordinaire n'aime pas les Clinton. Parce que c'est une écoute, une dynastie. Une dynastie, mais il y a aussi beaucoup de corruption à cette famille-là. Bon, maintenant, revenons ici, est que le diable est dans les détails. Moi, j'ai aimé les détails de... Vous avez dit que la capitale de sagesse, c'était combien de pourcents? Et c'est la vérité. Oui. Sa sagesse et son intelligence, 7,6%. Merci. Mais il n'y a pas match. Non, quand il a 7,6% sur sa sagesse, c'est quelque chose. Hein? Sur le nombre de gens qu'on a. Non, ce sont les motivations. Le choix du meilleur candidat. Donc, mais moi, je vous encourage. Mais je pense, moi, je suis quelqu'un, je fais que, premièrement, vous êtes en France, vous avez envoyé des gens ici pour le faire, ça dépend de la composition des gens qu'ils ont pris, comment ils ont fait, mais quelque chose qui me marque aussi est que vous avez veillé. Et autre chose est que, quand vous avez dit la motivation, si les gens de Douala et de Yaoundé, leur priorité, ce n'est pas le problème anglophone, ça donne un peu un grand clivage que nous avions dans ce pays aujourd'hui. Il y a insuffisance d'informations. Non, c'est même pas moi, c'est mon problème. Non, ça veut dire, il y a aussi ça, il y a que les gens qui sont de l'autre côté se disent mais que bon, ce problème-là, tu allais regarder, ce n'est pas vraiment notre ce que vous dites est d'autant plus important. C'est pertinent. Hein? De toutes les façons, la manière avec laquelle les gens boivent leur bière dans les bars à Douala, merci, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que vous rencontrez beaucoup de gens qui vous disent « Ah, ce qui se passe dans la zone anglophone, hein, oh non,
Assis de plus. Vous êtes honnête, monsieur. Oui. Parce que j'ai encore quelqu'un de à Bali qui m'a dit, bon, toi, le Bamenda là, vous voulez créer la guerre là-bas, nous ici, nous buvons. Tu es du sud-ouest. Non, c'est une métaphore. Quand les gens disent que Bamenda, c'est un générique ou ambazonien. Bon, toi, que vous êtes là, vous voulez faire la guerre, là-bas, nous on boit nos bières ici, on cherche nos femmes. Et moi, je trouve que c'est quand même grave qu'on peut avoir un pays, une partie de votre pays est en difficulté, vous vous affoutez royalement. Moi, j'ai vu ici les gens faire des plateaux pour la Côte d'Ivoire, parler pour le Gabon. Oui. Mais quand ça concerne les provinces anglophones, eux, ils s'en foutent royalement. Élie, ce ne sont pas seulement les provinces anglophones. Boko Haram, dans l'extrême nord. Voilà. L'Est, la situation à l'Est. Vous avez vu combien de gens à Douala s'arrêter? C'est un pays des jouisseurs. Oui. Donc, ça veut dire que le prochain sondage devrait être plus national. Exactement. Deuxième chose, c'est que nous savons aussi des sondages que le choix d'un candidat ne signifie pas que forcément on va se déplacer. Mais l'intention de vote est surtout que, je vous redonne la parole, mais surtout que ce qui attire mon attention, le 24,6% des personnes évoquent des raisons personnelles non exprimées. Et ça me fait permettre de clin d'œil que Elie disait tout à l'heure. Ça peut être des fonctionnaires qui ont le sentiment que bon... Mais alors les fonctionnaires sont des citoyens. À la fin de la journée, on va regarder exactement le... Parce que si tu donnes votre... C'est vrai, si vous donnez votre opinion honnêtement, on vous étiquette. On vous étiquette, vous ne travaillez plus. Qui reprend la parole. Et puis il faut aussi reconnaître une chose. Ce n'est pas, comment dirais-je, une activité à laquelle les gens sont habitués. C'est nouveau. Et donc, quand quelqu'un vient vous voir, surtout que dans notre démarche, nous ne nous arrêtions pas aux réponses. Nous allions jusqu'à récupérer le numéro de téléphone du répondant. C'est l'inquisition. C'est ça l'insécurité. Non, tout simplement parce que nous voulions constituer un panel et puis vérifier derrière l'évolution que les enquêteurs n'étaient pas restés dans leur chambre pour faire... Ah oui. Une contre-enquête en fait. Oui. Ou alors une enquête sur le respect du process. C'est ça. Oui, Franck. Non, c'est intéressant, c'est la suite que nous attendons parce que... La suite à quel niveau? Au niveau de l'élection réelle ou alors de la... Non, la périodicité et aussi les sondages de l'opinion. Vous voyez ça à quelle période? Voilà, parce que c'est ça qui... Nous sommes en train de réfléchir. D'accord, ça va au moins les yeux de la tête aussi. Mais moi, je voulais poser une question à monsieur ici. Allez-y. Eux qui ne veulent pas aller aux élections, en quoi les sondages intéressent? Ils ont gagné une entité politique. Non. Ils ont gagné des voix aux dernières élections. Ah non, quand même, ils ont eu la troisième. Et ils peuvent donner des consignes de vote. Bon, j'ai la bonne intérêt scientifique. Je suis économiste de formation et professionnellement, je fais des études de marché. Je fais parfois des études. Donc c'est pourquoi je disais que je ne suis pas à l'aise à regarder. Mais vous venez aux élections, toi, tu vas voter ou pas? Quelles sont les catégories socio-professionnelles retenues dans l'échantillon? Ça, c'est la question de Bernard Bougain, un homme politique du RDPC. Ça sortira dans les prochains... D'accord. Vous avez fini, Franck? Allez-y. Est-ce qu'il n'est pas allé au vote? Non, moi j'ai quelque chose à dire. Oui, oui. Je pense que lorsqu'une activité est nouvelle comme celle-là, on devait tous s'en saisir pour l'intégrer dans une dynamique. Nous avons commencé notre émission avec la question de l'unité nationale. Je pense qu'un sondage peut être indicatif pour voir un peu quel est l'état psychologique de la nation sur cette question. Parce que c'est un sentiment d'appartenance qui est biaisé. Moi, je suis toujours gêné quand un Camerounais me dit, par exemple, moi, je veux la sécession. Je me dis, c'est une négation de soi-même ou bien c'est le sentiment de n'être pas à l'intérieur. Donc, je ne sais pas, si j'avais les moyens, je commanderais une étude d'opinion et qui sera étendue, puisque M. ici et ses amis peuvent se balader jusqu'à Bafout. Je crois qu'on laisserait les sondeurs aussi aller jusque là-bas pour qu'on dise la vérité, parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont légitimes, représentatifs, ne nous disent pas à côté de chez eux ce que les gens pensent. Moi, je vous dis ce qu'on pense, par exemple, sur la crise anglophone, à propos de l'unité nationale. Parce que j'ai de la famille là-bas, une très grande famille. Les gens sont peinés parce que tous les jours, ils ont peur qu'une mauvaise nouvelle arrive. Et ils croient que si ça, par catastrophe, ça pouvait réussir, ça veut dire qu'ils devaient prendre un visa pour aller dans leur famille et vice-versa. Donc,
nous, on est attachés à cette unité. Est-ce que c'est le cas dans tous les milieux? Il faut qu'on le fasse. Les gens qui sont souvent, ils parlent au nom des ambazoniens et tout ça. On n'a pas les moyens de savoir. Oui. Avant de prendre la parole, un autre élément quand même considérable, c'est que les candidats n'ont pas, du moins, encore tous présenté le programme. Ah, oui. Ils n'ont pas de programme et certains ne sont même pas éligibles. Comment c'est n'ont pas de programme? Ah ben beaucoup n'ont pas le programme. Vous connaissez le programme? Je ne vais pas citer le nom parce que ça va faire... Il y en a qui présentent. Bon, là, vous êtes en... Ça, c'est votre page pub. Non, on connaît le programme du RDPC. Bon. C'est quelque chose de bien. Monsieur, comme vient de dire tout à l'heure, de demander l'opinion pour savoir peut-être... Il dit ceux qui se présentent comme les leaders ambazoniens. Mais j'aurais aussi aimé demander aux ambazoniens s'ils veulent rester camerounais ou pas. Vous savez que c'est... Oui, vous savez... Là, c'est le référendum. Hein. Oui, ça c'est... Oui, mais pas commencer, parce que c'est aussi scientifique. C'est comme un mariage. Si vous avez votre mari qui vous trompe, il a des femmes gauche, droite... Est-ce que vous allez rester là parce que la famille... un problème avec la fidélité. Non, c'est l'union. Tourner autour de ça. Non, c'est l'union. Non, on n'a pas dit ça. Monsieur veut... Non, on n'a plus que 5 minutes. Non, mais qui trompe qui? C'est celui qui veut... On n'a plus que 5 minutes et il poursuit. C'est vrai, mais moi, je ne me risquerai pas à un sondage sur les Ambazoniens parce que l'Ambazonie, je ne la connais pas. Voilà. Bon, d'accord, je ne la connais pas. D'accord, je ferai un sondage. C'est un pays artificiel. Quel qu'en soit le cas, monsieur, demandez par exemple, dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que, parce qu'il y a quelque chose que Hervé a dit, dire que tout le monde veut la sécession, c'est quand même très facile. Oui. Ça serait quand même bien de nous faire un sondage et demander aux anglophones, est-ce qu'ils veulent encore être camerounais ou pas. Et là, on saura vraiment, c'est une base de discussion pour savoir si c'est... Vous nous ramenez à 61. Mais si on nous commande le sondage, nous allons le faire. Si on nous commande le sondage, nous allons le faire. Je peux vous dire que c'est fait par les services de renseignement. Il faut que l'État commande parce que... L'État peut vous commander. C'est notre intime conviction que... Si on nous le commande, si on met en place les mesures d'apaisement, de désescalade, si on fait des signaux, et si par exemple, on gère l'urgence qui est actuellement une urgence humanitaire, je pense que ce sont des éléments qui sont de nature à faire taire un peu ce sentiment de sécession. Là, on est d'accord, monsieur, ici. Non. Ouais, on termine l'émission étant d'accord. Non, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'être d'accord avec vous. Non, vous ne votez pas, donc c'est pas grave. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que j'ai l'exemple actuellement d'un sénateur qui m'a dit que... Un sénateur qui m'a dit que il était pour... Il ne pensait pas que rester au Cameroun était encore une option. Il est sénateur. Voilà. Donc, SDF. Mais c'est ça. Non, c'est son droit. C'est le droit humain. Il y a le droit à l'autodétermination. Vous venez quand même de la France, un pays civilisé. Vous étiez en France. Les gens ont le droit de dire que je veux. Mais on ne fait pas un sondage ou un référendum tous les matins parce que quelqu'un a les démangeaisons de devenir un matracien. Un sondage, c'est utile pour la décision. C'est pas un référendum parce que ça n'engage rien. Ça donne un aperçu et ça aide à la décision. Nous avons un sondage qui a été fait par les services. L'immense majorité, plus de 80% des compatriotes dits anglophones n'ont aucunement l'intention de sortir du statut de Camerounais et ils regrettent la situation de terreur qui leur est imposée actuellement par les événements. On a ces résultats. Mais malheureusement, comme ce sondage est fait par les services de renseignement, il ne peut pas être rendu public. Tout à fait. Donc si les services de l'État veulent un sondage par un institut, je dirais, indépendant. Mais ils ne le rendront pas public, tu sais pourquoi, Emmanuel? Non. Parce que ce serait substituer un référendum ou un plébiscite à une activité privée. Si l'État décide que ça devienne quelque chose d'officiel, il fait un référendum. Est-ce que le lieu de l'analyse, le lieu des travaux, du dépouillement du sondage peut avoir un impact sur les résultats? Je dis, le fait que vous soyez en France n'influe à rien. Non, ce sont les Camerounais qui ont fait ça. Laissez-moi poser ma question. Les gens, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, ils ont amené ça à l'ONUCI. Le lieu... Gbagbo a perdu. Gbagbo n'a jamais perdu l'élection. Le lieu n'a... Aucun impact. Aucun impact. Je voulais vous entendre. La preuve, je vous ai dit, généralement, nous faisons ce type d'opération dans le cadre de nos travaux scientifiques. Nos thésards, le docteur Ellerson, d'ailleurs, qui est un de mes thésards, eh bien, lorsqu'il a fait les sondages pour son travail, aussi bien au Cameroun qu'en France,
il y a des sondages qu'il a fait en France alors qu'il était au Cameroun. Ça n'a pas changé la pertinence de ses travaux. Et c'est sur ces paroles qu'on va mettre un thème à cette émission. Je remercie vivement de votre disponibilité. Hein. C'est moi qui vous remercie de... Je voudrais doublement remercier également le docteur Eloxon, d'ailleurs, avec qui on a coordonné cette sortie. Je remercie STV et surtout M. Dipita d'avoir donné l'occasion pour nous de parler de ce sondage et peut-être de réveiller la classe politique camerounaise. On l'espère bien, c'est le mal qu'on peut lui sauter. Élie, merci. C'est un honneur d'être là. Hervé Emmanuel, merci. Je souhaite que les Camerounais soient en fête dimanche, la fête de l'unité, et que nous soyons tous ensemble. Franck, merci. Je rappelle le thème de cette fête, la 46e d'ailleurs, c'est la fête nationale. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. L'invité de l'entretien ce jeudi, ce sera le professeur Jean Baïbec, du PCiste, non moins enseignant d'université, évidemment spécialiste en matière de médecine. Hein. Il est chirurgien orthopédiste et de renommée internationale. Voilà. L'un des rares que nous avons au Cameroun. D'ailleurs, tout le monde. Bonsoir et à jeudi pour entretien 22h, mardi prochain, 4 sur table, 22h.